Merci Monsieur Bailly de nous avoir invités à repenser ou à réfléchir plutôt à ce que peut être l'entreprise du XXIe siècle. Le modèle social français encensé de façon très fréquente, est-il toujours viable? L'entreprise doit-elle, dans ce contexte de crise notamment, et de remise en cause généralisée, endosser de nouveaux habits? Peut-on passer de l'entreprise engagée à l'entreprise providence? Et éventuellement, quelle forme pour ce nouvel engagement? Quelles sont aussi ses limites? Voilà donc le propos de cette première table ronde, à laquelle participent donc trois personnalités au profil extrêmement différent. Sandra Anlard, vous êtes directrice générale d'entreprise et personnel, donc spécialiste de ces questions de ressources humaines et de liens à l'intérieur de l'entreprise. Bruno Mettling, vous êtes directeur des ressources humaines groupe de Orange. Et enfin, Gonzague de Blinière, alors vous avez une double activité, si on peut dire, à la fois d'investisseur. Vous êtes président du comité de surveillance et senior partner de Equistone Partners Europe. Et puis deuxième activité, vous êtes, on peut dire, philanthrope, puisque vous êtes vice-président du conseil de surveillance de BAC, Business Angel des cités, et président de Réseau Entreprendre Paris, administrateur également de Réseau Entreprendre, et vous nous direz un petit peu plus tard ce qu'est ce réseau. Alors, je me tourne d'abord vers Sandra Anlard, par galanterie d'une certaine façon, mais aussi parce que, et surtout parce que c'est vous qui êtes à l'initiative de cette journée, de cette réflexion. Qu'est-ce qui vous a mené qu'est-ce qui vous a conduite à organiser cette journée? De quel point de vue êtes-vous parti? Pardon, voilà, micro. Alors, je rectifie tout de suite, je ne suis pas à l'origine, puisque c'est vraiment une initiative conjointe avec le cabinet Auguste Debouzy et l'Institut Montaigne, mais c'est effectivement quelque chose qui s'inscrit de manière très naturelle, j'ai envie de dire, dans les travaux d'entreprise et personnel, en particulier dans cette note d'orientation que Jean-Paul Bailly a rappelée, et qui, depuis donc maintenant quelques années, avec nos adhérents, donc c'est pas du tout moi à titre personnel, hein, c'est bien l'ensemble des adhérents d'entreprise et personnel, qui effectivement s'interroge de manière, j'ai envie de dire, un peu provocante peut-être, sur cette question d'une entreprise engagée, d'une entreprise qui tiendrait un autre rôle, qui assumerait une autre responsabilité que son rôle traditionnel d'acteur économique, avec, j'ai envie de dire, je vais être très très méchante, mais quelques bonnes œuvres, par-ci par-là, pour... voilà, là, on est vraiment aujourd'hui dans une situation politique globale qui vraiment montre qu'on est avec un modèle social qui craque, qui se délite, qui ne remplit plus ses fonctions. C'est un modèle qui a été pensé après la guerre, qui a été tout à fait évidemment satisfaisant, extraordinaire, mais qui finalement ne s'est pas renouvelé et qui, aujourd'hui, quand on regarde les différentes facettes de ce modèle, semble à bout de souffle. Quand on regarde la situation de l'école, la situation des retraites, la situation de la santé, notre système... Enfin, bref, j'ai l'impression que si on se tourne vers les différents éléments, les différentes facettes du modèle social, de la société, oui. on peut être inquiet. Et là, c'est un discours, j'ai envie de dire, bien au-delà des politiques, parce que tous les gouvernements, les uns derrière les autres, ont évidemment essayé de répondre à cet essoufflement, à cette difficulté de penser le modèle social comme il a été pensé pour une société française de l'après-guerre. Alors, est-ce que ces faiblesses, ces lacunes, ces difficultés du modèle social sont liées à son ancienneté, il finit par être périmé, ou est-ce que c'est la crise récente, en fait, qui date de 2, 3, 4 ans, qui vous fait dire que ce modèle social est périmé? Je pense qu'il y a différents éléments. D'abord, ce n'est pas la crise, ce sont les crises. Et c'est cet enchaînement de crises répétées depuis maintenant finalement plusieurs années, même si elles n'ont pas toutes la même configuration, qui ont mis à jour la difficulté de ces différentes facettes de ce modèle à résister, j'ai envie de dire. Mais c'est aussi que la société a changé. Là, je vais dire des banalités, mais la France d'aujourd'hui n'est pas celle de 45. Les questions qui sont
posées par les citoyens ne sont pas les mêmes, les attentes ne sont pas les mêmes, les exigences face à ce modèle ne sont pas les mêmes, la démographie, qui est le premier élément qu'il faudrait citer d'ailleurs, évidemment pèse très très lourd dans ces questions-là. Donc, bien évidemment, la crise est venue accélérer et rendre encore plus difficile la situation, mais c'est quelque chose qui s'est au fil du temps comment dire, délité, et je crois qu'il faut être sans concession par rapport à ce constat, parce que sinon, encore une fois, on va un peu bricoler ici et là, on n'a plus les moyens de ça. Donc, voilà. Donc, tout ça pour dire que je crois qu'on est à un moment où reposer la question des acteurs, la question de qui fait quoi, pourquoi, comment, avec quelle responsabilité, avec certainement un changement de regard du coup sur le rôle des différents acteurs, et c'est ça qui est difficile pour nous tous, hein, tout d'un coup de dire mais les rôles et les responsabilités sont en train de bouger, et il faut peut-être le dire et y réfléchir ensemble, parce que sinon on aura du mal effectivement à tenir par rapport à ces attentes des salariés, des entreprises, mais tout simplement des citoyens. Et puis, alors, donc, il y a effectivement, parmi les acteurs, donc entreprises, salariés, citoyens, mais aussi le politique, l'État. Bien sûr. Les différentes parties prenantes, il y a l'environnement, etc. Donc c'est de multiples acteurs en fait qui doivent se réinterroger sur le rôle des uns et des autres, sur la manière dont ils travaillent, sur les périmètres sur lesquels les uns et les autres peuvent et doivent et sont légitimes pour intervenir. Jean-Paul Bailly a cité tout à l'heure à la fois la dimension internationale des entreprises qui évidemment change la donne en termes de lieu de décision, de façon de prendre les décisions, mais c'est aussi le territoire et c'est aussi le local et c'est aussi comment est-ce qu'une entreprise apprend à mieux travailler avec l'ensemble des acteurs d'un territoire, parce que là je pense qu'il y a énormément de choses qui peuvent se construire de manière très concrète, pour autant qu'on apprend à collaborer, qu'on apprend à changer le regard qu'on peut avoir sur les différents rôles des uns et des autres. Et pour autant, on le verra dans la deuxième table ronde, que effectivement, le cadre juridique et la manière d'organiser tout ça suit, ou en tout cas interroge aussi le mouvement. Il y a là une question de cohérence à construire qui est quelque chose de très exigeant. Alors, est-ce que la crise économique et financière récente accélère cette péremption, le fait que ce modèle apparaisse comme obsolète? Oui, bien sûr, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est cette crise-là, mais c'est de l'enchaînement des crises. Et je pense que c'est peut-être aussi le moment de se dire, voilà, ça fait tellement d'années qu'on subit les crises les unes après les autres, peut-être que là, on est à un moment où, du coup, ça peut être une opportunité de poser les questions autrement et de se demander comment, du coup, on peut construire les choses avec des responsabilités différentes. Alors, on verra dans un instant si les deux autres intervenants partagent ce constat de départ, mais simplement, parmi les différents acteurs que vous énumérez, vous dites, il y en a un dont le rôle doit être élargi, qui doit prendre plus de responsabilités, c'est l'entreprise. Est-ce que, à votre avis, l'entreprise est prête et disposée à les atouts ou les outils pour ces responsabilités nouvelles, pour prendre en charge ce rôle nouveau? Je pense que c'est loin d'être simple, c'est-à-dire qu'au sein de l'entreprise, il y a toute une série d'acteurs qui sont très choqués par ce discours-là en disant c'est pas notre boulot, on est là pour produire, on est là pour créer de la richesse, on n'est pas là pour résoudre tous les problèmes et dossiers qu'il y en a dans la société française. C'est évident. Et d'ailleurs, on ne serait pas là tous ensemble. On serait pas là tous ensemble si c'était simple et s'il n'y avait qu'à décréter que maintenant les grandes questions d'éducation, de justice, de logement, de santé étaient quelque chose qui concernait directement l'entreprise. Donc bien sûr que c'est problématique, bien sûr que c'est problématique. En même temps, je pense qu'il y a aussi un regard qui change sur l'entreprise et qui fait que ce levier extraordinaire qu'a l'entreprise, qui est celui de l'emploi réel, de l'emploi qui produit, de l'emploi qui vraiment apporte une valeur ajoutée et un service, ce capital-là est un levier qui peut entraîner des tas de modifications dans le paysage social et que, ne serait-ce que ça, on pourrait parler aussi de la force de l'entreprise en matière de formation et en matière de professionnalisation. Bref, il y a vraiment des choses qui se passent au sein de l'entreprise et c'est vraiment des leviers extrêmement important par rapport aux questions de cohésion sociale. Alors peut-être encore un mot, mais pour vous titiller en quelque sorte,
vous dites que l'entreprise a des atouts fabuleux en termes d'emploi, l'emploi qu'elle offre, la formation qu'elle apporte ou à laquelle elle contribue, etc. Mais elle a aussi des handicaps lourds, me semble-t-il, en particulier dans la société française où l'entreprise n'est pas toujours bien perçue, elle souffre d'une image quand même assez dégradée, non ? Oui et non, en même temps oui bien sûr, et en même temps on attend beaucoup de l'entreprise, hein. Il y a aussi une attente énorme ambivalente. Oui c'est ça, c'est-à-dire que je pense que les deux regards sont présents et c'est aussi à nous de réfléchir ensemble sur comment on peut la positionner de manière peut-être plus lisible, hein, dans les rôles et les responsabilités qu'elle a pour faire évoluer ce regard. Alors, on reviendra dans quelques minutes sur ce nouveau rôle de l'entreprise. Bruno Mettling, peut-être. Donc, je l'ai dit, hein, vous êtes directeur des ressources humaines groupe d'Orange. D'abord, est-ce que vous partagez ce constat et jusqu'à quel point, ce point de départ pour Sandra Enlard, d'un modèle social un peu périmé, obsolète, en difficulté? Bon, il y a une évidence qu'on n'a pas encore retrouvée. Et les crises, qu'elles soient, j'allais dire, un petit peu générales, comme celles qu'on vit, ou qu'elles soient propres à l'entreprise, comme celle qu'Orange France Télécom a connue en 2009-2010, sont des très grosses interpellations, des occasions d'interpellateur d'un modèle. Et cette interpellation des modèles, elle conduit les acteurs à se mettre en mouvement. Donc moi, je suis fondamentalement optimiste. J'ai vécu quelque chose de très fort à Orange France Télécom. C'est-à-dire que j'ai vu comment une entreprise, au cœur d'une crise, d'une grande violence, par tout ce qu'elle pouvait porter comme accusation, comme mise en cause sur les hommes, sur leur vie. Donc je ne voudrais pas refaire cette crise-là, mais chacun peut imaginer ce que pour l'ensemble d'un corps social, ces contreparties, comme on dit, cette crise a pu poser comme niveau d'interpellation. Ce qu'on vit dans les pays, ce sont des moments, et ça c'est l'optimisme qui parle, où en général les sociétés se mettent en mouvement, les collectifs se mettent en mouvement. Et moi je suis assez optimiste, y compris quand je vois les débats qu'on a aujourd'hui, hein, sur l'évolution des choses, sur la nécessité absolue de saisir ces moments vrais d'interpellation très forts pour essayer de construire les étapes. Voilà, donc je suis à la fois d'accord pour dire que le modèle est très chahuté, je suis d'accord pour dire qu'on est en train de construire des nouveaux équilibres, et je suis surtout là, encore une fois, pour essayer de témoigner de la manière dont, dans une crise très forte, une entreprise importante pour le pays et bien au-delà du pays, puisque Orange France Télécom est présente, on l'oublie un petit peu, mais dans quand même plus de 35 pays et à 70 000 personnes hors de France. Elle fait la moitié de son chiffre d'affaires hors de France. Donc on voit bien que non seulement en France, une crise, mais aussi à l'extérieur, a interpellé le modèle et comment on a pu reconstruire. Alors justement, c'est ce que j'allais vous demander. Comment est-ce que vous avez été amené à réinterroger votre modèle social au sein de votre société? Ce que j'ai envie de dire, il faudrait reprendre, et c'est pas seulement la proximité, mais ce qu'a dit Jean-Paul tout à l'heure, on reprend chacun des éléments. Et en fait, en l'entendant tout à l'heure, j'avais envie de mettre, on n'en a pas le temps malheureusement, hein, mais tout ce qu'on a dû faire très très rapidement pour recréer une dynamique en rupture avec la société d'entreprise. Le premier élément, c'est que, qu'est-ce qui se passe dans ces périodes de crise? C'est la disponibilité des acteurs. Quand Stéphane Richard me fait la confiance de m'appeler pour prendre en charge la politique des ressources humaines du groupe, je rencontre quelques contreparties internes, et notamment la responsable d'une très grande organisation syndicale qui me dit, vous savez, plutôt radicale, qui me dit, vous savez, monsieur Mettling, il y a des moments très rares dans la vie des entreprises où les atteintes à l'image et à l'enjeu sont telles qu'y compris du point de vue d'une organisation syndicale comme la mienne, les intérêts des salariés rejoignent ceux de l'entreprise dans la dynamique de l'absolue nécessité de reconstruire. Donc le premier élément, si vous voulez, nécessaire pour conduire, c'est effectivement de retrouver de la part des contreparties, qu'elles soient publiques, qu'elles soient de territoire, qu'elles soient actionnariales, qu'elles soient surtout internes, évidemment, que ce soit le management. Je ne vais pas insister, mais chacun imagine le choc que vivent les 12 000 managers d'Orange France Télécom en France, accusés d'avoir mis en œuvre des politiques certes conçues à l'entreprise, mais qui ont porté des atteintes très graves à la santé des collaborateurs. Mais alors, pardon de vous couper, mais si je comprends bien, ce qui fait que vous avez pu repenser ou remettre à plat votre modèle social, c'est j'allais dire un choc externe. C'est un choc externe, et c'est une source d'interrogation pour moi. Pourquoi redevient-on disponible à l'échange ? Disponible pour revisiter les modèles dont Jean-Paul disait qu'on est quand même dans des modèles qu'on a tendance à reproduire sans beaucoup de... Pourquoi redevient-on disponible dans ce pays, et même dans ce pays de manière très forte, et encore une fois en revisitant des choses très lourdes, dans le cadre de la crise, et pourquoi cette vraie difficulté française à se mettre en mouvement nonobstant un contexte d'interpellation externe très fort. Voilà, pour moi ça reste une interrogation. Ce que je veux simplement dire, c'est que quand on se met en mouvement, quand on repense, la première chose, et c'est en lien avec les éléments qui se passait, c'est qu'en gros, cette entreprise vivait sur un modèle social, un contrat social implicite,
et qui avait été rompu quelque part. Le premier message que nous ont envoyé les enquêtes très approfondies qu'on a fait, c'est que quand 80 000 collaborateurs de France Télécom sur 100 000 passent près de 3/4 d'heure à répondre à une enquête extrêmement complète, c'est pas 80 000 personnes en souffrance, ça n'aurait pas de sens, comme certains ont voulu le dire, mais c'est 80 000 personnes qui ne se retrouvent plus dans le modèle d'Orange France Télécom. Et donc, à ce moment-là, la première chose qu'il fallait faire, c'était effectivement reconstruire les termes du contrat social que Stéphane Richard, l'équipe qui l'entourait, reproposait à l'entreprise. Et je vais insister sur ce point, il me semble clé. Une des raisons qui fait que l'entreprise est en voie d'apaisement, je reste toujours extrêmement prudent, mais qu'est-ce qui fait que cette entreprise a retrouvé assez rapidement, finalement, par rapport à l'ampleur du choc, l'apaisement, c'est qu'une volonté commune, et notamment de la direction d'entreprise, de réexpliciter les termes du contrat social à travers un document qui s'appelle le nouveau contrat social de France Télécom, envoyé par le président à 100 000 collaborateurs en France et qui touche tous les termes et de manière très concrète de l'organisation du travail, des conditions de travail, évidemment de la prévention du risque psychosocial, du management et de la forme de management, de la place des ressources humaines dans l'entreprise. Bref, on ne va pas trop rentrer dans le détail, on n'a pas le temps, mais c'est bien qu'à des moments comme cela, je pense que plus généralement, au-delà de l'entreprise France Télécom, c'est des moments dont le pays a besoin, comment réexpliciter les termes du contrat social en intégrant évidemment un certain nombre d'enjeux et d'évolutions. Voilà, je crois que cette formalisation, vous savez, le contrat social, le premier qu'on a parlé c'était Rousseau, et c'est vrai que la nécessité de réexpliciter à des moments forts, comme le pays en vie ou comme notre entreprise en a vécu les termes de ce contrat, c'est un des éléments clés. Le deuxième, c'est toujours la même chose, la qualité de l'échange et de la négociation. L'entreprise a retrouvé avec les partenaires sociaux, sur des thèmes considérés comme non négociables dans une vision traditionnelle, une disponibilité des partenaires, mais aussi une envie d'entreprise pour aller très loin dans ce qui a été mis à la négociation. Je ne vais pas tous les détailler, je voudrais vous en donner deux exemples. Le premier, c'est que sur la crédibilité du management, la forme du management, l'intégration, comme certains le recommandaient, de la performance sociale parmi les critères de rémunération du top management est un élément fort qui permet aux acteurs de se repositionner. Et un autre élément, c'est la volonté de l'entreprise de prendre le risque dans la négociation de se projeter sur l'évolution de l'emploi, non seulement, j'allais dire, par grands métiers de manière nationale, mais dans les bassins et dans les différents territoires, de manière à apporter un maximum de lisibilité. Je m'arrête là parce qu'il y en a beaucoup d'autres. Mais voilà, la prise de risque, la capacité à innover en matière sociale, dans le contexte de la crise, il est très grand. La capacité à considérer, par exemple, que le contrat social qui avait un coût, était un investissement parmi d'autres entreprises provisionné, identifié en tant que tel, à côté d'autres investissements, et quelque chose qui nous apparaît tout à fait naturel et normal, et en rupture, en tout cas, avec beaucoup des pratiques. Alors, vous avez insisté sur l'idée de réexpliciter, remettre à plat, donc il y a une dimension de dialogue, de communication très, très importante dans la démarche que vous avez eue. Est-ce qu'il y a aussi cette notion qu'évoquait Sandra Anlard, qu'évoquait M. Bailly, de responsabilité élargie, de responsabilité nouvelle pour l'entreprise? Voilà, très clairement, d'abord il y a une responsabilité quand même qu'on avait par rapport à l'ensemble des entreprises de ce pays, parce qu'effectivement, je vous rappelle que les éléments de mise en cause de la politique de l'entreprise allaient très loin, et c'est vrai que dans cette atteinte à l'image de l'entreprise dont on parle à l'instant, France Télécom avait quand même une espèce d'obligation morale par rapport au collectif des entrepreneurs de ce pays, à démontrer que cette situation, en tout cas, appelait des réponses fortes, qu'elle n'était pas, j'allais dire, voilà. Donc le premier élément que nous avions effectivement à l'interpellation, c'est d'apporter une réponse d'entreprise à cette situation-là. Je n'insiste pas pour dire qu'à aucun moment, ce rééquilibrage des termes, cette place de l'humain dans le management qu'on a conduit n'a été fait au détriment de la performance économique. C'est pas ici que j'ai besoin de convaincre, je l'espère, qu'à aucun moment France Télécom a considéré qu'elle devait mettre entre parenthèses les enjeux de performance économique qui sont les siens pour conduire cette politique. Il y a eu des choix, il y a eu des arbitrages, il y a eu des équilibres qui ont été très différents de ceux qui pouvaient présider, mais qui à aucun moment n'ont mis en cause, évidemment, l'équilibre économique d'entreprise. Donc on est toujours dans ce que j'appelle, moi, tenir les deux bouts de la ficelle. C'est-à-dire, dans cette expérience-là, la réalité de la transformation de l'entreprise et de la place, j'allais dire de l'homme, tout simplement, et des différentes contreparties dans les arbitrages et dans les choix. Mais à aucun moment, ces arbitrages ne sont en opposition avec la performance économique, sous réserve qu'on ne l'apprécie pas à 3 mois, mais bien dans la durée. Et j'allais dire, aujourd'hui... De garder le cap sur ce... De garder le cap, parce que le problème, c'est que performance économique qui est le fondement de l'entreprise, quand même. Parce que très vite, derrière, quand la crise s'estompe, quand l'apaisement est de retour, les vieux réflexes, les comportements reviennent très fort, et de toutes les contreparties. Depuis des partenaires sociaux qui effectivement peuvent montrer à l'échange beaucoup moins de disponibilité, en tout cas déplacer les curseurs de l'attente, mais aussi de l'entreprise, tenter de revenir à des classiques pour aborder des périodes difficiles. Et donc le seul job du DRH, comme je le dis souvent, est de continuer à démontrer que tenir le debout de la ficelle, c'est-à-dire cette performance sociale au service de la performance économique qui est réciproquement l'enjeu.
et je ne vais pas prendre un seul exemple, hein, quand France Télécom gagne plusieurs dizaines de milliers de jours de petit absentéisme, il n'est pas très difficile d'expliquer à l'ensemble des managers, dont certains sont rétifs par rapport à cette dynamique-là, qu'effectivement on est au cœur d'une performance sociale qui contribue aussi quelque part à la performance économique. Bien, merci. On va revenir sur ces questions-là. Gonzague de Blinière, alors j'ai dit que vous aviez une double activité en quelque sorte, donc d'investisseur, ça c'est assez simple à comprendre, mais aussi de philanthrope. Est-ce que vous pourriez nous expliquer un petit peu quelle est votre activité pour peut-être mieux vous situer et voir un peu quel regard vous pouvez porter sur cette notion de remise en cause du contrat social? Oui, mon monde à moi, c'est plutôt le monde des PME, pas le monde des grands groupes. Et d'ailleurs, je pense qu'il n'y a pas d'entrepreneurs de grands groupes ou d'entrepreneurs de PME. Je pense que déjà, il faut essayer de casser cette frontière. Quand on parle d'entreprise Providence, moi, je pense qu'il faut parler d'abord d'entrepreneur Providence. Parce que finalement, quand un entrepreneur est juste, bienveillant et légitime, il fait au sein de son entreprise et au sein de la société, à mon avis, il a un impact exceptionnel. Mais alors peut-être concrètement, très concrètement, qu'est-ce que vous faites au sein de BAC et qu'est-ce que vous faites au sein du réseau Entreprendre et qu'est-ce que c'est? Je pense que tout le monde ne sait pas exactement ce que c'est que Business Angel des cités. Pour faire un lien avec cette conférence, je pense que si l'entreprise s'occupe que d'elle-même et pas de la société, c'est pas bon. Et il y a 25 ans, il y a un homme qui s'appelle André Mullier, qui était patron de Fildar, qui avait créé Fildar. Alors lui, c'était pas la cohésion sociale, ça a été l'explosion sociale, puisque finalement, il a mis 700 personnes sur la paille, parce qu'il a été obligé de déposer le bilan à cause de la concurrence chinoise. Et il s'est dit, finalement, le plus bel actif d'une entreprise, c'est celui qui rentre chez lui tous les soirs. Et je vais créer une association où je vais motiver les entrepreneurs à remettre au cœur de leurs préoccupations l'homme, à remettre au cœur de leur préoccupation la notion de gratuité, ce qui est complètement antinomique avec le profit que doit réaliser une entreprise, et la notion de réciprocité, c'est que si un jour quelqu'un vous aide, vous allez aider votre prochain parce que vous avez été aidé un jour de votre vie. Alors là ça c'était il y a 25 ans. Au cœur du sujet, hein, puisque c'est l'entreprise intervenant dans le cadre de l'ensemble de la société. En fait. Alors ça c'était il y a 25 ans, et aujourd'hui, Réseau Entreprendre c'est quoi? C'est près de 80 000 emplois qui ont été créés, c'est près de 5 000 chefs d'entreprise ou de cadres d'entreprise qui bénévolement viennent aider soit des repreneurs, soit des créateurs d'entreprise. Voilà, c'est ça la mission de ce réseau. D'aider financièrement et d'accompagner, parce que l'argent non accompagnant, c'est de l'argent extrêmement dangereux, et d'accompagner à l'aide de cadres d'entreprise ou de chefs d'entreprise des créateurs d'entreprise. Au niveau d'une province, au niveau d'une association d'une province, c'est assez facile parce que la notion de solidarité, de réciprocité et puis le côté humain est plus facile. Au niveau des grands groupes, c'est moins difficile. Mais depuis 3-4 ans, moi je m'occupe d'essayer de trouver... C'est plus difficile, mais je m'occupe d'essayer de trouver des partenariats avec des grands groupes. Et d'ailleurs, je pense qu'on va faire avec France Télécom dans pas longtemps. Voilà. Ça va vous coûter un peu d'argent, mais ça va vous rapporter beaucoup. L'idée, c'est très simple, c'est de dire, voilà, vous êtes adhérent du réseau Entreprendre, vous acceptez que vos cadres donnent en accord avec eux et avec la responsabilité, la DRH du groupe, donne 2, 3 heures, 4 heures, voire plus par mois pour accompagner pendant 2 ans un créateur d'entreprise et donner un petit peu un sens à leur vie professionnelle. Alors, que ce soit un créateur d'entreprise dans votre métier, mais pas forcément. Donc ça, c'est un geste qui donne un sens à la vie professionnelle. Parce que je pense que le grand drame de notre société, je ne crois pas qu'il faille demander au pouvoir public de nous aider là-dessus, c'est à nous de changer. C'est notre mentalité, c'est-à-dire qu'il faut plus partager, il faut être plus bienveillant, il faut effectivement, dans mon métier qui est un métier de fonds d'investissement où on parle beaucoup d'argent, la notion de partage est une notion extrêmement difficile et je pense qu'on a fait quelques erreurs. Donner de son temps en dehors de sa propre entreprise, je crois que c'est fondamental. Je crois que c'est Bertrand Collomb qui disait « Moi je passe 20% de mon temps à l'extérieur de ma boîte et je suis meilleur dans ma boîte comme ça ». Et je crois que c'est fondamental. On ne peut plus cloisonner les choses. L'entreprise n'est pas une boîte qui doit à l'intérieur faire des profits. Elle vit dans une société et elle vit avec société. D'où la création aussi de la BAC, parce que la banlieue est un sujet difficile, donc Claude est aussi à l'origine de cette création, c'était de dire, à l'issue des banlieues qui ont brûlé, finalement, est-ce qu'on ne pourrait pas aider des créateurs d'entreprises dans les banlieues? C'est pas la brigade anticriminalité, c'est la Business Angel des cités. Ne pas confondre. Voilà, c'est un Même s'il y a une allusion évidente. Oui. Voilà, absolument. Donc c'était à la suite de la crise des banlieues de se dire, est-ce qu'on ne peut pas aider des gens de banlieue à créer des boîtes et leur
donner accès à des financements et des accompagnements qu'ils n'auraient jamais eu accès parce qu'ils sont pas nés au bon endroit. Bon. Alors, si j'ai bien compris, vous allez profiter de cette journée pour faire appel à Bruno Mettling, mais il y a peut-être déjà des collaborateurs des cadres d'Orange, de France Télécom qui interviennent au sein de... Absolument, dans les régions, je suis absolument persuadé que dans les régions, il y a des cadres de France Télécom qui sont adhérents et accompagnent des créateurs d'entreprise. Encore une fois, vous ne pouvez pas imaginer l'échange fantastique qui existe entre un cadre ou un entrepreneur, bon là on va parler plutôt d'un cadre, d'un grand groupe, qui a une vie complexe, parce qu'un grand groupe, quand vous avez plus de 50 000 ou 100 000 personnes à gérer, c'est extrêmement compliqué, de se retrouver auprès d'un entrepreneur ou auprès d'une problématique sociétale et d'y apporter quelque chose, il rentre chez lui meilleur, c'est obligé, c'est tout simple finalement. Et cette idée d'André Mullier qui était de dire, au fond, il faut remettre au cœur de ma préoccupation d'entrepreneur l'homme, la gratuité, la réciprocité, 25 ans après, c'est une association qui a créé près de 80 000 emplois, je trouve ça exceptionnel. Alors, autrement dit, ce rôle étendu, ces nouvelles responsabilités de l'entreprise, vous nous en donnez un exemple concret, mais cet exemple concret, il passe avant tout par le niveau individuel. C'est le cadre, le dirigeant, à titre personnel, si je puis dire, qui s'engage auprès d'autres entrepreneurs, qui les aident, qui les soutient, qui leur apportent ses Pas conseils. Uniquement, parce que cette démarche, par exemple, on a signé un accord avec le groupe Pernod Ricard et avec le groupe Lafarge, c'est une démarche qui est transparente au sein du groupe, et le groupe communique en interne là-dessus. D'accord, il y a quand même une certaine bienveillance. Absolument, et c'est pas dans l'esprit de gagner quelques points dans la cotation de l'entreprise au niveau de RSE ou quoi que ce soit. L'esprit marketing dont vous parliez, à mon avis, qui est effectivement épouvantable. C'est vraiment pour être utile, c'est vraiment pour être efficace. D'ailleurs, quand on va voir des responsables de ressources humaines, les gens nous disent, montrez-nous ce que vous avez fait et l'efficacité de ce que vous faites. Et en fait, leur problématique, c'est pas de communiquer à l'extérieur, c'est de communiquer en interne. De montrer que finalement, quand on décloisonne l'entreprise du monde de la société en elle-même, eh bien, on arrive à faire des choses qui... C'est redonner encore un sens à sa vie professionnelle. Et ça, je pense que on peut communiquer en interne là-dessus. Alors, je pense qu'on aura l'occasion de revenir sur cette notion de sens, de besoin de sens, de quête de sens. Ça, je crois que c'est effectivement très important. En tout cas, ce que je note aussi, c'est que cette démarche philanthropique n'est pas déconnectée de la réalité économique. Au contraire, elle a une certaine efficacité économique. Parce que l'idée d'André Mullier au départ, pour le réseau d'entrepreneurs de Pro la BAC, c'est que finalement, pour créer des emplois, le système le plus simple, c'est de créer des employeurs. Et il a eu cette idée depuis 25 ans, et c'est finalement sur ce thème-là que André Mullier a créé cette association et a réussi à... Je crois que sur les 5000 chefs d'entreprise ou cadres, il y a à peu près 3500 chefs d'entreprise et 1500 cadres de grands groupes qui participent à cette association. Et c'est quand même assez... C'est du concret. Vous voyez, je pense que la grande difficulté du thème de cette manifestation, c'est qu'on a besoin de choses concrètes. Eh bien, vous êtes là effectivement pour nous apporter des exemples concrets, effectivement, à travers ces deux associations, ces deux structures, et puis également à travers l'exemple d'Orange. Sandra Anlard, réaction peut-être à cette démarche de Gonzague de Blinière, du réseau Entreprendre, de Business Angel des cités aussi. Alors, évidemment, est-ce que c'est des exemples qui vous paraissent pertinents? Oui, ça va totalement dans le sens de ce qu'on essaye de réfléchir ici. Enfin, voilà, donc ça marche, c'est efficace, ça permet effectivement de faire évoluer d'énormes structures ou des plus petites. Donc voilà, je crois que c'est vraiment des témoignages extrêmement importants. Bon, il y a une expression de Bruno Mettling qui m'a beaucoup frappée, une toute petite phrase, c'est « sous réserve qu'on n'évalue pas à 3 mois, mais dans la durée ». Ça a l'air de rien. De long terme, ça a l'air de rien. Et je pense que dans ce que vous citez, c'est pareil. C'est-à-dire que quel est le terme dans lequel on se met, comment est-ce qu'on se situe dans le temps aujourd'hui dans les entreprises. Je crois qu'il y a énormément de choses qui se jouent là et qui se sont jouées dans un passé récent autour de ce rapport au temps au sein des entreprises. Mais pour que des DRH, pour que des chefs d'entreprise osent dire des choses comme ça, il faut aussi qu'un débat ait lieu, il faut aussi qu'une autre façon de penser puisse émerger. Parce que dans beaucoup d'entreprises,
on ne peut pas dire des choses comme ça. On est tout le temps dans l'évaluation à court terme, dans le résultat à court terme. Et plus que de dire, d'opposer bêtement une volonté de profit et puis le social, ce que je trouve complètement dépassé comme opposition, je crois que les vraies oppositions, elles sont autour de ce terme dans lequel on pense les actions, de la manière dont on pose la question de l'évaluation et de ce qu'on met derrière l'évaluation. Effectivement, quand on affirme que la performance, c'est autant de la performance sociale qu'économique et que ce n'est pas des mots, ça va peser très lourd dans les modes de management, dans les modes d'organisation de l'entreprise et dans les relations qu'on va proposer entre des salariés et le management en général. Hein. Donc voilà, vous dites c'est du concret, mais le concret, il suppose aussi de penser autrement les choses. Donc je crois qu'on a besoin des deux. Donc penser autrement. Dimensions. À long terme, sur le long terme, donc sur la durée, pas seulement à... En tout cas, se mettre d'accord sur ce qu'est le terme qu'on a tous ensemble dans une entreprise quand on commence à bosser sur une manière de travailler, une manière de développer les compétences, une manière d'organiser le travail, etc. etc. Et puis, alors, la notion de performance qui ne soit pas seulement économique, qui ne soit pas seulement en termes de rentabilité financière, mais aussi en termes de performance sociale, en fait. Oui, ça rejoint une critique quand même qu'on a beaucoup entendue dans les entreprises et qui venait notamment beaucoup des syndicats, c'est la financiarisation, la logique de court terme, la logique de profit immédiat. Ça rejoint cette critique-là, non ? Oui, tout à fait. Et puis, alors maintenant, encore une fois, moi, je refuse absolument d'être dans un débat qui opposerait profit et social. La question, ces termes-là sont des termes en tension. Il faut là aussi arrêter de se raconter une sorte d'utopie dans laquelle tout d'un coup tout le monde serait heureux dans le meilleur des mondes et en plus riche et en plus en bonne santé. Enfin, c'est en tension, c'est évident. Et cette tension-là, c'est bien notre boulot, en tout cas dans le monde des ressources humaines, de savoir comment on se positionne par rapport à ça. Je ne suis pas en train de viser la grande réconciliation merveilleuse et générale. Je dis ces deux dimensions vraiment sont aussi importantes l'une que l'autre. Donc comment les travailler, comment les fabriquer dans l'action concrète ensemble. Alors justement, quelles sont les pistes? Là, on vient d'en voir une ou deux. Est-ce qu'il y a d'autres pistes que vous voyez? Et puis, autre question aussi, dans ce que disait Gonzague de Blinière notamment, il y a une sorte de distinguo entre ce que peuvent faire les petites structures, les petites entreprises, les PME, et ce qui est du ressort des grands groupes. Chacun peut jouer son rôle là-dedans, mais c'est peut-être un peu plus difficile, si j'ai bien compris, ou au moins c'est différent pour les grands groupes. Alors, voilà. Je voulais rebondir sur ce que vous disiez. Je pense qu'on est aussi dans un monde un peu compliqué où finalement on ne valorise que le travail rémunéré. On ne valorise pas le travail non rémunéré. Et ça, je pense qu'il faut que ça change parce que c'est autant valorisant un travail rémunéré qu'un travail bénévole, première chose. Deuxième chose, moi, dans mon fonds d'investissement... Alors, c'est quand même une idée, certes généreuse et noble, mais quand même extrêmement difficile à manier, parce qu'elle peut avoir des conséquences absolument incroyables. Depuis 15 ans, pendant les périodes de croissance et de sorte de facilité économique, le travail bénévole n'est pas considéré. Ça n'a jamais été valorisé. Je pense qu'un bénévole, c'est déjà une connotation un tout petit peu négative. Valoriser, ça voudrait dire quoi? Est-ce que, par exemple, on peut envisager, je sais pas, prenons un exemple tout bête, un dégrèvement fiscal? Oh non, surtout pas. Là, pas de. Non, faut pas. Commençons pas les trucs comme ça, parce que ça va être supprimé après. Dès qu'on met quelque chose, on le supprime après. Donc. Et puis c'est une usine à gaz. Ouais, c'est une usine à gaz. Non, mais par exemple, quand un grand groupe comme France Télécom ou qu'un autre grand groupe dit si vous avez une action bénévole en tant que cadre et que je la cautionne et que je la mets en valeur et que j'en parle au sein de mon entreprise sans en faire une publicité, encore une fois, pour une espèce de cotation RSE, là, je pense que c'est une valorisation du travail bénévole. Vous voyez, c'est ce genre de démarche. Je pense que c'est fondamental. Deuxième chose, une remarque, elle n'est pas très facile à faire, mais je vais la faire quand même, c'est que moi, je m'occupe d'un fonds d'investissement qui fait des opérations d'LBO, c'est pas très à la mode. Alors là, on passe la financiarisation ultime. Activité, oui. Voilà. Et donc, on a fait en France, je crois, près de 110 opérations. Et je crois qu'objectivement, le patron qui est légitime, sympa, bienveillant, partageur, il nous a fait faire un meilleur TRI, un meilleur rendement. Parce que la logique du patron dur, encore une fois dans des PME, du patron dur, exigeant, tacticien, compétitif à outrance, plutôt peu partageur, ça marche pas. Alors ça marche peut-être quand tout va bien, mais quand il y a une crise, ça marche pas.
Elle est quand même très, très présente, cette démarche. Absolument. Et pourquoi ça marche pas? Parce que je pense que c'est tout à fait naturel humain. On a plus envie de travailler dans un environnement avec quelqu'un que l'on respecte et que l'on apprécie. C'est aussi simple que ça. Vous voyez ce que je veux dire? Bruno Mettling, comment réagissez-vous à ce que je voulais, c'est peut-être repartir des enjeux de tension dans l'entreprise. Et peut-être de manière concrète, et je m'en excuse à travers ce qu'on essaye de bâtir, parce que je crois que le propos il est là, hein, il essayait dans cette espèce d'organisation d'être dans le concret, de voir comment 3 grandes sources de tension dans les entreprises aujourd'hui peuvent non pas se résoudre, mais en tout cas sur lesquelles on peut progresser. Le premier élément, c'est évidemment la tension autour de l'âge, du décalage du départ à la retraite, des politiques de seniors, etc. On a un parti pris très fort dans l'entreprise, c'est qu'on considère que la non prise en compte effectivement des enjeux de pénibilité, d'âge, dans l'appréciation par l'entreprise du temps de travail d'un senior, nous conduit très clairement à des sources de tension extrêmes, à des perturbations importantes de notre relation, à une productivité évidemment qui s'en trouve encore une fois affectée. Et un des enjeux des négociations qu'on a sur les seniors, c'est effectivement ce couple, le temps de travail réduit, partage de la baisse de ce coût entre l'entreprise et le salarié, dans un moment de sa carrière où effectivement il a des marge de manœuvre financière lui aussi pour continuer ça ensemble, et ainsi de dégager du temps de travail, y compris pour des actions de bénévolat qui vont au-delà du cœur de l'entreprise. Donc c'est pour vous dire comment effectivement, et là on n'a pas le temps, mais on peut faire la démonstration qu'en termes économiques, en intégrant les enjeux de productivité, de transfert de compétences de nos seniors, etc., on peut retrouver des ensembles qui sont gagnants et pour l'individu et pour l'entreprise. Et pour ces contreparties, je pense en particulier aux jeunes ou à ceux qui vont bénéficier du temps dégagé de nos seniors. Donc c'est un premier élément. Je vous coupe là, mais pour poursuivre sur cette notion de la place des seniors, de la place des gens qui sont proches de la retraite ou qui ont passé le cap de la retraite, est-ce que vous avez essayé, comme quelques entreprises l'ont fait, de réintégrer en quelque sorte dans la vie de l'entreprise vos retraités, par exemple? Très très clair. Évidemment, mais là j'allais dire, c'est lié à l'histoire de France Télécom. Il ne faut pas attribuer le mérite. France Télécom, sous ton contrôle, La Poste, ont des traditions d'organisation de la vie des anciens qui font que par définition, il y a maintien d'un lien au-delà du départ à la retraite, entre les différentes activités, etc. C'est pas pour un bout de temps en temps. Ce sont évidemment des activités. Mais ce qui reste, alors ça pour le dire, pour le coup, la convivialité reste un enjeu important, mais ça vient bien au-delà, bien sûr, l'engagement d'entreprise. On a tous en tête ces moments de grande tempête où on voit évidemment des collaborateurs qui ont quitté l'entreprise revenir et se rendre disponibles dans des pour aider à solutionner. Donc il y a une tradition d'engagement que pour le coup qui est demeurée, qu'on ne peut pas attribuer à un effort dans la période récente. Mais vraiment sur ces seniors, je crois que c'est un lieu sur lequel il faut beaucoup réfléchir parce que ça peut être potentiellement un lieu de tension important dans l'entreprise, mais en sens inverse, quand on le regarde avec un petit peu de recul, un lieu d'apaisement et au contraire de capitalisation sur les savoirs, à condition encore une fois qu'on soit vite dans le concret et pas dans l'approche trop globale. Le deuxième exemple, c'est sur la place de l'humain. Vous le savez, la crise est née sur les plateaux de téléphone en particulier, où des techniciens ou autres avaient été effectivement mis en mobilité par rapport à l'évolution de leur métier et de leurs compétences. On a regardé de près l'organisation du travail sur ces plateaux, et par exemple, une des choses qui n'est pas, c'est effectivement le fait que la machine engageait systématiquement, passé un certain délai, l'appel suivant, nonobstant la réalité du contenu de l'appel qui avait été, de sa difficulté, de la tension qui en était générée pour les collaborateurs. On a vraiment mis sous observation, on a supprimé évidemment le renvoi automatique au profit de ce qu'on appelle le wrap-up libre, c'est-à-dire c'est le collaborateur qui déclenche. Et évidemment, dans une logique de court terme, la productivité dans un premier temps s'en est trouvée affectée, mais très vite, très très vite, on a retrouvé les niveaux de productivité antérieurs et le niveau de qualité, j'allais dire, qui n'a rien à voir. Bon. Troisième exemple, on s'est mis comme contrainte sociale de ne pas fermer de petits sites. Contrainte extrêmement forte, pour le coup, dans une organisation comme celle de France Télécom. Et donc, nous avons dû être collectivement intelligents sur la gestion des petits sites, en introduisant beaucoup plus rapidement qu'on ne l'aurait fait des enjeux de télétravail, de management à distance, etc. Et moi, j'ai un exemple très précis dans les conditions effectivement de déroulement. J'avais une espèce de rendez-vous très fort sur un petit plateau qui était à Abbeville par rapport à Amiens. On expliquait aux gens qu'ils allaient devoir, on allait fermer Abbeville, qu'ils allaient devoir aller à Amiens. Ça faisait 80 km par jour, ça ne changeait rien à leur vie quotidienne. Donc, dans la crise, on arrête et on se met à travailler sur ce plateau d'Abbeville. Et on passe un contrat, il n'y a pas seulement le contrat dans l'entreprise, il y a le contrat avec l'équipe d'Abbeville. Et on voit ces personnes, plutôt effectivement 55-60 ans, changer de métier, accepter des métiers en interface avec le client, en contrepartie effet demeuré, du management à distance, une entreprise qui se mobilise. On s'était donné 1 an pour trouver les niveaux de productivité du plateau d'Amiens, on l'a atteint en 6 mois. Alors dit comme ça semble des belles histoires, mais ce qu'on peut dire, c'est que quand on puise dans le ressort de la confiance, de l'humain, en s'en donnant les moyens évidemment de l'entreprise, c'est vrai qu'on peut déplacer les curseurs par rapport à la vision traditionnelle. Et j'allais dire, progresser dans l'attention. En même temps, pour être juste
complet sur l'histoire. Il n'est jamais question de réembaucher sur Abbeville, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure, évidemment, de l'avancement, Abbeville, un jour, et c'est clair que les partenaires sociaux, sera fermé. Donc voilà, c'était quelques exemples que je voulais partager avec vous très rapidement sur le thème comment, effectivement, un autre regard, cet enjeu de rentabilité qui se donne un petit peu de temps, ne conduisent pas à des approches contradictoires. Moi, j'insiste lourdement parce que si on était uniquement dans la responsabilité sociale de l'entreprise, mal comprise, mal conduite, centrée sur des approches, effectivement, on va au-devant de grands malentendus. C'est-à-dire qu'il faut toujours mener en parallèle, et concrètement, et pas dans le discours, mener en parallèle cette exigence économique, cette exigence sociale. Et voilà. Et on peut déplacer beaucoup d'incursions. Il y en a un troisième qui me tient à cœur, c'est la santé au travail, où on voit bien qu'on était dans un monde de non-dialogue entre un médecin du travail considérant que dans sa responsabilité professionnelle, il ne pouvait pas y avoir d'engagement sur la situation individuelle avec l'ensemble du collectif, qui était dans sa responsabilité de prononcer à partir, effectivement, et couvert par le secret professionnel, des décisions. Une DRH plutôt coincée dans l'application du droit du travail sur la santé, c'est la visite médicale obligatoire, et puis des managers qui considéraient qu'on était très loin de champs de prérogatives. On voit derrière la crise qu'on a vécue comment aujourd'hui on a pu bâtir autour de cet enjeu de santé au travail des vrais espaces de dialogue sur les cas les plus difficiles et les plus complexes, anticiper des enjeux de retour qui évidemment ne portent pas atteinte au secret médical, mais on voit bien comment les acteurs du même réseau confrontés à une situation d'interpellation très forte retrouvent des modes de coopération dont l'impact est extrêmement fort du point de vue des politiques dont l'entreprise a désormais la responsabilité s'agissant de la gestion et de l'anticipation du risque psychosocial. Donc des exemples très, très concrets, j'allais dire, sur le terrain, en fait, de ces changements de comportement de l'entreprise et de modification du contrat social. Sandra Enlard, je reviens vers vous. De façon très large, est-ce que, on parle depuis tout à l'heure d'élargissement des responsabilités de l'entreprise, du nouveau rôle de l'entreprise, et alors le thème de la table ronde, c'est l'entreprise providence. Alors le mot providence, il est quand même très fort, il va très loin, il implique notamment des notions de protection, de prise en charge, de bienveillance, et même quelque chose qui est de l'ordre du divin. Alors, j'imagine... Est-ce qu'il faut envisager que l'entreprise se substitue à la divinité, en quelque sorte? Il faut aller jusque-là? Alors bon, c'est providence, j'ai bien noté, c'est avec un P majuscule. Hein, effectivement, je n'irai peut-être pas tout à fait sur ce film, mais on parle souvent dans les débats autour de ces thèmes-là de néopaternalisme. On évoque souvent l'idée que maintenant, la grande entreprise en particulier serait en train de réinventer, enfin en tout cas que ce sur quoi nous réfléchissons serait l'émergence d'une forme de néopaternalisme. Je ne crois pas du tout qu'on soit là-dessus. Franchement, je pense que là, il faut être clair, pour une raison qui d'ailleurs ne tient pas tellement uniquement à l'entreprise, mais aux individus eux-mêmes. C'est-à-dire que je pense que la demande des individus, c'est oui, d'être pris en compte dans leur globalité. Arrêtez de ne considérer en moi que le salarié, que le travailleur. J'ai aussi des questions de logement, de santé, etc. Et tout ça joue dans ma relation à l'entreprise. Et c'est là d'ailleurs où je pense qu'il y a un nouveau pacte social à réfléchir. Mais je suis quelqu'un d'autonome, je suis quelqu'un qui investit aussi dans son cercle d'amis, dans sa vie personnelle, qui a des frontières qu'il a envie lui-même de préciser entre vie privée, vie ça vie rejoint une phrase qu'on entend assez souvent, il n'y a pas que l'entreprise dans ma vie, ou il n'y a pas que le boulot dans ma vie. Exactement, en fait, et donc cette idée que l'entreprise va tout donner, tout fermer, tout protéger, tout englober, est complètement décalé, à mon avis, par rapport à ce que vivent aujourd'hui les salariés qui sont aussi des citoyens. Et ça met de côté la grande transformation de cette société qui a quand même été aussi la révolution Internet et donc toute une série de comportements qui ont radicalement changé dans justement les questions de privé, public, entreprise, chez moi, autonomie de ma sphère d'information, rapport au savoir et à l'apprentissage. Bref, il y a tellement de bouleversements. Je parle que de ça, mais on pourrait parler de transformation aussi des notions de famille, d'amitié. Enfin bref, je ne vais pas faire le paysage. Dans le même ordre d'idée, il y a un
concept ou une idée dont on entend souvent parler, qui est celle de génération Y. Est-ce que cette... Alors moi je ne parle pas trop de génération Y personnellement, je parle plutôt justement de changements à partir des technologies de l'information et de la communication qui peuvent toucher des gens d'âge différents, et je ne crois pas que ce soit une question d'âge, mais bien une question de comment à un moment une réalité sociologique vient transformer des comportements. Et, bon, et au-delà de l'âge, quelqu'un de 20 ans qui n'est pas dans les technologies de l'information et des communications ressemble plus, à mon avis, à quelqu'un d'un autre âge que... Voilà, donc la rupture, elle n'est pas sur l'âge. Je crois que les entrées par l'âge sont toujours des entrées qui nous mènent à des impasses. En revanche, oui, cette société-là est différente de celle du paternalisme, et je pense que personne aujourd'hui ne réclame que l'entreprise devienne sa famille, et devienne sa famille au sens total, étroit, complet. Donc ça me semble être une vue de l'esprit de parler de néopaternalisme. On va essayer de creuser autour de cette idée. Donc ça n'est pas l'entreprise vraiment, l'entreprise famille, ça n'est pas l'entreprise famille. C'est une autre forme de pacte social qu'il faut inventer. Jusqu'où ça va? C'est pour ça qu'on est là. Voilà. Quels sont les contours de cette nouvelle idée d'entreprise? Je pense que voilà, on a là des exemples. Bruno Mettling ou Gonzague de Blinière. Juste dans les banlieues, c'est un peu entreprise famille, hein. Parce que vous savez, un type qui sort de banlieue et qui a connu l'adversité, parfois peu de parents ou qui n'a pas de parents, quand il recrée son entreprise, il a envie de recréer une petite communauté autour de lui-même. Je me souviens, je ne sais pas si c'était avec vous qu'on avait été, Claude, à Mantes-la-Jolie, mais il y avait un type qui avait créé sa boîte à Mantes-la-Jolie, qui est venu témoigner et qui a dit « Moi, j'ai eu envie de créer ma boîte parce qu'un jour, il y a un type qui, à Mantes-la-Jolie, m'a recruté et en fait, c'était devenu mon papa, quoi. » Je veux dire, on est quand même dans un monde où... quand la famille s'éclate, l'entreprise est le seul endroit. L'entreprise peut se substituer à la famille, à l'enseignement, à la famille. L'entreprise est devenue quelque chose de fondamental. À l'entreprise paternaliste, ça c'est autre chose. Je pense qu'on n'est pas du tout dans ce thème-là, mais on y passe quand même un tiers de son temps, même plus si j'enlève la nuit. Donc c'est important. Donc les exemples que l'on voit, les attitudes que l'on voit dans l'entreprise vont quand même au-delà de son propre boulot. Je pense que c'est fondamental. Et inversement, je pense que les frontières ont quand même beaucoup bougé, et on parlait de réseaux, de communautés, de lieux dans lesquels on se construit, de lieux, tout à fait d'accord. Mais la structure familiale, alors à part certainement des exceptions, il ne s'agit pas de généraliser, je ne pense pas que ce soit le modèle, et le rapport à l'autorité a suffisamment changé pour que ce ne soit pas ça qui soit le modèle dominant, à mon avis, de ce nouveau pacte social. Bon, même s'il y a des liens très forts, affinitaires, qui peuvent se créer dans l'entreprise. Toujours un petit peu dans cette organisation de l'échange, si vous voulez bien, qui consiste à essayer d'apporter des éléments concrets à un diagnostic du point de vue d'une grande entreprise. D'abord, une préoccupation quand même, dans ce nouveau champ de responsabilité que l'entreprise, de toute façon, que ce soit pertinent ou pas, se doit de prendre en charge. On le voit bien, il n'y a qu'à voir la gestion de la diversité dans nos équipes, entre effectivement les jeunes de banlieue, nos anciens formés à d'autres modes de management. On voit bien les enjeux qu'il y a pour dire qu'on est interpellé de toute façon. Ma préoccupation à moi, elle est effectivement ce développement d'un socle d'une entreprise qui étend son champ de responsabilité, qui peut accompagner, quand on a la chance de faire partie dans un pays comme le nôtre, de ce cercle-là, versus ceux qui n'en font pas partie, qui vivent les violences et les tensions, sans possibilité évidemment d'avoir pour partie des politiques qui essayent de répondre ou de réparer un certain nombre de dégâts. Donc c'est vrai que cette France qui se creuse avec une concentration des prises en compte de situations, pour pas dire voilà, dans un ensemble par rapport à l'autre qui devient de plus en plus nombreux, sans doute majoritaire aujourd'hui, si on devait faire les décomptes, et pour moi en tout cas en équilibre dans la durée, une source de préoccupation. Toujours est-il que l'entreprise, et notamment la grande entreprise, est amenée à étendre son champ. Et tu as employé, Sandra, quelque chose d'important, tu as dit la globalité de la personne. Je crois que cette idée dans laquelle tout a été construit, y compris notre droit, qui avait un temps d'entreprise et un temps évidemment s'estompe, les frontières sont de plus en plus floues. Tant mieux et bravo à ceux qui renvoient la réflexion dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'effectivement cette globalité de la personne ne suppose pas que l'entreprise est évidemment responsable de l'ensemble des éléments. Mais je voudrais partager avec vous très très clairement et très concrètement la problématique très difficile et très douloureuse du suicide au travail. En tout cas sur le lieu de travail ou dans un lieu de travail. L'interpellation très forte dont on a été l'objet et comment on a dû poser un discours d'entreprise sur cette situation par rapport encore une fois au contexte médiatique et des traits de vôtre. Une des choses qu'on a dit très vite, c'est de dire le débat n'est pas comme certains acteurs étaient tentés de le faire.
de savoir si dans ce drame, la responsabilité de l'entreprise, il est de 49%, auquel cas on pourrait considérer que l'aspect ou de 51 ou de 99. Le discours posé dans l'entreprise a été de dire, et pardonnez-moi les termes un peu forts, mais on est sur des sujets très lourds, je me fous de savoir si j'ai 1 ou 2% de responsabilité. Si ce 1 ou 2% de responsabilité identifiée et pris en charge permet d'éviter ce drame, alors notre responsabilité est totale. Voilà. Donc je veux insister sur ce point en disant que la problématique n'est pas d'identifier dans cette relation nouvelle la part, une espèce de frontière artificielle, une ligne Maginot qui serait la dimension personnelle. Il est de dire une situation de souffrance au travail, quelle qu'en soit la cause, interpelle l'entreprise, elle est amenée à la gérer, et en même temps, tout de suite, de dire je ne peux pas transformer 12 000 managers d'Orange France Télécom en auxiliaires de santé. Donc très vite, dépasser ce qu'est la responsabilité du management dans l'identification des situations de souffrance, dans l'accompagnement de ces situations-là, mais aussi de fixer les bornes de cette responsabilité dans le jeu des acteurs. Voilà. C'était une façon d'illustrer concrètement et de manière, encore une fois, très forte par rapport à ce qu'on a vécu. Mais c'est vrai que ce discours d'entreprise, y compris par rapport à la pression médiatique, a permis de dire ne faites pas du nombre d'évolutions, c'est un mauvais débat. Interpellez-moi, nous, France Télécom, sur l'organisation que nous mettons en place pour accompagner, détecter, accompagner les situations de souffrance, c'est-à-dire qui se manifestent dans les lieux de travail, quelle qu'en soit la cause. Voilà, je voulais encore une fois être concret dans nos échanges, et poser comme ça permet évidemment de ne pas faire du nombre de drames l'indicateur d'une politique sociale d'entreprise, ça n'avait pas de sens, mais en sens inverse, j'ai invité les journalistes à nous interpeller régulièrement, à accéder à ce que nous mettions en place, y compris en innovant, hein, pour répondre aux situations de souffrance et de difficultés au travail. Et je crois très sincèrement qu'il y a deux mauvais débats. Il y a celui qui verrait évidemment l'entreprise responsable de l'ensemble, mais en sens inverse, un débat qui dirait fixons surtout par rapport à la personne humaine des lignes étanches dans lesquelles l'entreprise ne serait plus interpellée, plus concernée. En tout cas, me semble un débat vain en tout cas. D'accord, donc pas de réflexe de défense précautionneux. Une vraie protestation par contre. Quand sur ces politiques-là on est interpellé, non pas sur les moyens que nous mettons en œuvre, qui est une interpellation légitime, mais sur une obligation de résultat dans un ensemble. Alors là, pour le coup, j'émets une protestation extrêmement vigoureuse, parce que là, on voit une dérive de l'ensemble qui, effectivement, ne tient pas compte de la réalité et de la complexité des situations dont on parle. Alors, continuons si vous le voulez bien, à examiner un peu quels sont les contours, en quelque sorte, de cette nouvelle responsabilité de l'entreprise. Et on verra aussi par la suite quelles sont les limites ou les obstacles. Est-ce que vous avez d'autres exemples concrets? Par exemple, Sandra Enlard, est-ce que vous voyez d'autres aspects? Vous avez parlé de la responsabilité par rapport aux salariés dans leur globalité, dans leur personne tout entière, mais sans aller jusqu'à complètement englober en fait la vie des salariés. Peut-être juste 3 remarques pour oui. Là aussi, puisqu'on est un peu au début aussi, hein, enfin au début non, mais disons en tout cas de ces entretiens. Première chose, on n'a pas parlé du dialogue social, mais je pense que c'est quand même une dimension extrêmement importante de la manière dont on peut avancer, réfléchir et traduire concrètement un certain nombre de choses aujourd'hui, alors surtout dans les grandes entreprises. Là aussi, il y a des enjeux très importants. C'est-à-dire, il faut qu'il y ait un travail de part et d'autre sur comment est-ce qu'on peut sortir des positions, je dirais, un peu traditionnelles, pour envisager ensemble une autre manière de poser la question du pacte social. Et ça, il faut le rappeler, c'est pas forcément le plus simple, mais je pense que c'est un point de passage absolument nécessaire dans la manière dont on peut échanger et débattre sur ces sujets-là. Deuxième chose qui, moi, me semble extrêmement importante à prendre en compte, c'est la notion de territoire. On l'a évoqué déjà plusieurs fois. Je crois que beaucoup de choses peuvent se faire si l'entreprise se vit comme un acteur extrêmement important et impliqué sur un territoire donné, ce qui suppose aussi une manière de travailler avec les collectivités locales, avec les associations locales, avec le tissu d'entreprise, avec les universités, avec les écoles. Il y a quand même beaucoup d'acteurs, une énorme complexité dans la mise en œuvre de ce dialogue territorial et, à mon avis, un point de passage obligé aujourd'hui pour définir, pour penser ce qu'est la GRH de demain et le pacte social qu'on évoque depuis ce matin. Alors ça renvoie, me semble-t-il, ce que vous dites là, à deux sujets tout à fait d'actualité, qui sont d'une part tout ce qu'on appelle
les pôles de compétitivité, les presses, etc., qui ont un ancrage territorial, local, et qui associent entreprises, laboratoires de recherche et centres de formation, universités, grandes écoles, etc. Et puis deuxièmement, ça renvoie aussi en filigrane, il y a la question des délocalisations. S'il n'y a pas le lien avec les territoires, c'est beaucoup plus facile de délocaliser. Si on est comme ça, une entreprise non pas apatride, mais comment dire, qui n'a pas d'ancrage avec une région, avec une ville, etc. Bon, bah après, c'est facile de franchir les frontières. Enfin, facile, je sais, oui. Bon, je me mettrai peut-être pas sur ce champ-là, non. Mais en tout cas, je crois que les pôles de compétitivité, c'est les presses, etc., ce sont des choses qui nous permettent d'apprendre des choses. C'est-à-dire qu'on commence maintenant un petit peu à savoir ce qui marche pas, à quelles conditions. Je ne crois pas qu'on ait couvert l'ensemble du sujet de la relation entre l'entreprise et le territoire et la manière de penser la gestion des ressources humaines, une gestion des ressources humaines à l'échelle d'un territoire. Sur les questions de mobilité, de formation, d'anticipation, du développement des compétences. Tous ces thèmes-là, à mon avis, ce n'est pas seulement les pôles de compétitivité. Oui, mais non, je n'ai pas dit que c'était seulement... Voilà, c'est des expériences extrêmement intéressantes, à analyser aussi en disant quelles sont les conditions de réussite, comment est-ce qu'à côté de ça, des choses peut-être plus modestes et un peu moins visibles sont extrêmement intéressantes, efficaces. Et je pense que là, vous auriez des tas d'exemples à nous donner, et Bruno aussi. Voilà. Et le troisième élément, donc dialogue social, territoire, moi il y a un troisième point sur lequel je pense qu'il faut mettre aussi dans le débat, c'est l'évolution des attentes des individus eux-mêmes vis-à-vis du travail et vis-à-vis de l'entreprise. Si on ne prend pas ça en compte, et là je pense que les questions ne sont pas les mêmes chez Orange et puis dans une PME, il y a quelque chose qui est vraiment important à réfléchir et à prendre en compte, parce que, encore une fois, je pense que la société a changé et je pense que bien sûr que la première chose, c'est avoir un travail et pouvoir travailler, évidemment. Mais ensuite, il y a beaucoup de choses à dire. Et justement, toute cette manière qu'on avait jusqu'ici de poser les choses en termes de... Enfin, voilà, ça interroge les choses sur les contrats de travail, sur le cadre juridique, sur des parcours qui peuvent être très différents d'un individu à l'autre, une diversité de visions dans la relation au travail, les attentes qu'il faut prendre en compte et qui ne sont pas toujours prises en compte dans les entreprises. Peut-être en quelques mots, qu'est-ce que vous voyez monter comme attente de la part des collaborateurs, de la part des salariés qui n'est pas vraiment satisfait aujourd'hui ? Ça, on ne va pas rentrer dans les listes de ce qui n'est pas... Non, mais ce que j'essaye de dire, c'est qu'il faut aussi qu'à l'intérieur des entreprises et du côté des acteurs de la gestion des ressources humaines, d'ailleurs, et du management, on entende que ce qu'un individu cherche dans son entreprise, c'est pas... Bon, c'est bien sûr de travailler, mais c'est aussi une qualité de l'emploi, une qualité du travail, c'est aussi une manière de se professionnaliser, c'est une manière de se développer, y compris pour aller ailleurs, y compris pour pouvoir être mobile. C'est aussi le respect d'un équilibre vie privée, vie professionnelle. Ça, c'est des choses qu'on dit depuis longtemps, mais qui sont toujours là et qu'il faut arriver à entendre et à prendre en compte de manière concrète. C'est aussi un mode de relation avec le management, avec les collègues. Bref, il y a toute une série d'éléments qui sont extrêmement importants à analyser. Bien sûr, ça vient une fois qu'on a un travail, je le redis, et on n'inventera pas un nouveau pacte social si on ne met pas ça aussi dans la réflexion. Alors, Gonzague de Blinière, oui, est-ce que vous avez des exemples concrets dans cette direction-là ? En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il faut que les entrepreneurs et les patrons de grands groupes ou pas de grands groupes osent. Ne pas oser, c'est déjà perdre. Il faut qu'ils osent. Par exemple, je pensais à l'insertion. Redonner dans une entreprise la chance à celui qui est exclu du monde du travail. C'est fondamental. Quand c'est fait intelligemment, que c'est partagé avec l'ensemble des collaborateurs, c'est un plus fantastique. Moi, je m'occupe d'une autre association qui s'appelle le Défi Intégration, où il s'agit d'intégrer le handicap Troisième association. Voilà, une autre. C'est le patron de TF1 qui me disait, nous, chez TF1, on a plein de plantes. Donc on a une entreprise qui nous change tous les jours les plantes, parce que bon, ça nous coûte une fortune, mais comme on a du pognon, et puis c'est bien, voilà. Donc, voilà, ils en ont un peu moins, mais et on lui a dit, mais il y a peut-être une solution, c'est de prendre un fournisseur un peu moins cher, qui est une entreprise d'insertion. C'est pas idiot. Bon, il a osé.
Et il nous a dit, ça a changé l'attitude de mes collaborateurs. Parce que quand ils voyaient tous les matins, plutôt qu'un type qui venait changer une plante, 2 personnes, un handicapé et un invalide qui venaient changer la plante, leur regard à eux-mêmes et à l'autre a changé. Je pense qu'il faut oser. Et voilà, donc après, c'est par des initiatives concrètes. Le petit risque, le petit danger, c'est ce que vous disiez, Monsieur Bailly, c'est qu'on fasse ça un petit peu dans une logique marketing, RSE, etc. Donc c'est un petit peu la dérive. Et aussi, je pense que la période est bonne, même si elle est extrêmement difficile pour se remettre en cause. Quand les profits reviendront, la croissance reviendra, ce qui arrivera forcément un jour, il ne faudra pas oublier ce qu'on a dit aujourd'hui. Alors, c'est pas une logique marketing ou de communication. C'est pas non plus une logique, disons, de pure bienveillance. C'est pas pour se donner bonne conscience aussi que l'entreprise doit s'engager dans ce nouveau type de relation ou de responsabilité. Non, parce que ça a un effet concret, mesurable et partagé en interne et pas forcément communiqué en externe. Alors Bruno Mettling, est-ce qu'il y a d'autres pistes aussi que vous envisagez ou d'autres exemples concrets? Moi, je voudrais peut-être dire 2 petits mots de dialogue social et puis effectivement management. Hein. On parle beaucoup, et on ne va pas ici refaire tout ce qu'on peut dire, mais qui est vrai, hein, sur la problématique du management, notamment de premier niveau. En tout cas, nous, on le vit très fort. Je voudrais simplement insister, et ce n'est pas sans rapport avec ce qu'a dit Sandra, sur la dimension, les réponses collectives qu'on essaye encore une fois avec beaucoup d'humilité d'apporter. Je veux dire par là que la formation managériale, les outils d'accompagnement, c'est très bien, l'accompagnement individuel, le lien, la relation à l'humain dans une dimension individuelle. Mais ce qui est de plus en plus important pour être cohérent, performance économique, performance sociale, les termes du nouveau contrat social, du nouveau contrat, c'est effectivement d'être capable d'embarquer à des moments importants de l'entité professionnelle la problématique business et la problématique managériale. C'est-à-dire quand vous arrivez à faire poser ce regard sur quel management, quel collectif, quel soutien à chacun des managers, à l'occasion de notre projet, de notre, peu importe, qu'il soit stratégique, qu'il soit le business, qu'il soit etc., on va pouvoir organiser. Et ces formations-là, qui font que effectivement des personnes accompagnent des collectifs managériaux à l'occasion effectivement de nouveaux projets, d'étapes importantes de la vie, une organisation, etc., sont des éléments extrêmement importants et riches. Donc on revoit bien qu'il y a toute une dimension collective, j'insiste un peu lourd, dans des ensembles qui ont souvent perdu et qui ont pu exister, cette dimension, et notamment pour le management. Une des clés, à mon avis, de la réponse à la solitude du manager qui voit nos process de fonctionnement collectif, hein, qui voit s'empiler au premier niveau toutes ces demandes, pour ne pas dire, comme le dit le syndicat, ces injonctions contradictoires. La démarche, c'est effectivement de reprendre, de redonner, y compris dans l'accompagnement, dans la formation. En tout cas, c'est l'objet de notre école d'accompagnement des managers, de notre formation managériale, de bien rappeler et insister sur cette dimension collective. Dialogue social, un petit mot. Je l'ai dit, une des difficultés, c'est qu'il y a des moments rares dans la vie des entreprises, et souvent les moments difficiles, où on atteint par les enjeux une intensité, une qualité de dialogue social forte. Comment la maintenir ? Mais c'est souvent sous l'effet de crise, d'un choc externe. C'est absolument exact. Et on a des moments vrais, y compris des moments de vérité. Et moi, j'en ai un que je n'oublierai jamais, je me permets de le donner. J'étais à l'époque, on m'avait confié une mission sur les messageries de la presse, qui constituent sans doute, en termes de conservatisme syndical, un des lieux les plus marqués de ce pays. Le Premier ministre m'avait confié une mission extrêmement forte à l'occasion de l'évolution de l'MPP. J'avais une mission externe. Je me rappelle toujours ce moment d'échange qui commence à 17h avec l'un des grands responsables de ce syndicat, symbole un petit peu d'un conservatisme. Je suis passé par le point de passage obligé qui était la liberté, la pluralité de la presse depuis la libération jusqu'à nos jours. Échange de 2h45. Et à un moment donné, parce que j'avais accepté ce temps, cette relation au temps qu'il me proposait, à un moment donné, il se tourne vers son adjoint en disant « Je crois que tu as un engagement ». J'ai fait de même avec la jeune personne qui m'accompagnait. Et à ce moment-là, parce qu'on était passé par ce code-là, j'allais dire qui était son code à lui, il s'est levé, il m'a dit un petit peu au tableau ce qu'étaient pour lui les éléments d'une nouvelle étape de restructuration des messageries. Donc c'est ces moments de vérité qui existent, et notre rôle est de les mettre en évidence. Et une des clés, c'est la valorisation des partenaires. Vous savez, il serait trop facile aujourd'hui, alors que France Télécom est apaisée, pour la direction d'entreprise, de mettre en avant ce qu'elle a pu faire, ce que j'ai fait. Je suis content de l'opportunité, sans rappeler qu'au moment du cœur de la crise, on a trouvé des partenaires, symbole vu d'un certain niveau de management, parfois de conservatisme, mais disponible à l'échange. Parce que comment maintenir cet élément-là ? La valorisation des partenaires, le contrat social, bien sûr, c'est un document d'entreprise, mais il s'appuie sur des accords sociaux. Le fait qu'on ait envoyé évaluer ces accords 2 ans et demi de manière extrêmement transparente, avec un cahier des charges préparé pour dire voilà ce qui a fonctionné dans notre contrat social, voilà ce qui fonctionne moins bien, et de le livrer, y compris, j'allais dire, collectif. Voilà, de mettre en évidence cette contribution permanente. Encore une fois, on est dans le... c'est des éléments importants. Nous n'aurons pas de dialogue social sans partenaire, c'est une palissade.
mais de là à être dans la réalité du fonctionnement attentif à la mise en évidence de ces comportements, hein, voilà. Et une des satisfactions qui est la nôtre, c'est de voir que ceux qui sont les plus engagés dans la reconstruction du contrat social à France Télécom Orange ont gagné 6 points aux dernières élections professionnelles par rapport à ceux qui ont apporté leur contribution aussi, mais qui par nature, par construction, étaient moins en situation d'être aux côtés de l'entreprise dans la reconstruction. Voilà. Donc ça, c'est des éléments, des signes très très forts qui sont, encore une fois, il n'y a pas de recette miracle, c'est du quotidien, mais de grâce, n'oublions jamais évidemment dans une logique qui conduit à les exclure de plus en plus, à travers les difficultés des jeunes militants, la mise en évidence de la contribution des partenaires sociaux à cette vie sociale et à cette entreprise. Alors, un petit point d'ordre pratique, dans quelques minutes, quelques minutes, dans une vingtaine de minutes à peu près, vous aurez la possibilité de poser des questions aux différents intervenants et d'interagir un petit peu avec eux. On ne va pas monopoliser la parole ici en bas. Alors, on a vu déjà beaucoup d'aspects et beaucoup d'implications de cette nouvelle, de ce projet, de cette perspective de nouveau contrat social en quelque sorte. Il y a un acteur important, malgré tout, dont on a encore peu parlé, qui est celui de l'État et plus généralement du politique. Est-ce qu'il doit complètement se mettre en retrait et se réfugier sur ses simples fonctions régaliennes, comme on dit parfois, ou bien est-ce qu'il peut et quel rôle peut-il jouer dans cette nouvelle donne, Sandra Enlard, ou bien, je ne sais pas, qui vous voulez, voilà, vous avez 2 micros pour 3, je vous laisse... Non, mais d'abord, il faut que nous, entreprises, nous évitions la tarte à la crème de penser que l'État, dans la France d'aujourd'hui, pourrait faire fi des traditions de notre organisation, pour évoluer, je ne sais vers quel modèle, vu de l'étranger. Et donc, moi, je suis de ceux qui pensent... Le grand public, quand même, continue à se tourner vers l'État. On a des tas d'éléments qui font que ce serait une grande naïveté de la part d'une entreprise de rêver d'un État différent, calé sur lequel je ne sais d'autres traditions qui ne seraient pas la nôtre. Le deuxième élément, c'est effectivement de savoir aussi noter des zones de progrès. Je ne vous cache pas que beaucoup de DRH, beaucoup de dirigeants, me semble-t-il, étaient extrêmement inquiets d'une période électorale à la française, dont on anticipait tous qu'elle pouvait être à l'origine de la multiplication des normes, par opposition à la réalité d'un dialogue construit, conçu, à partir d'un cadre évidemment que l'État contribue fortement à organiser, qui lui serait étranger. Je veux dire ici, et encore une fois, quelles qu'aient été les options des uns ou des autres, la satisfaction de voir que ce débat, à la différence des autres, n'a pas vu débouler toute une série de normes dont les entreprises ou les acteurs d'entreprise seraient exclus dans la mise en œuvre, débouler de contraintes supplémentaires. Donc ça, c'est un premier message, ce qui ne veut pas dire, encore une fois, qu'on n'ait pas quelques rendez-vous vérité. Moi, je suis de ceux qui considèrent, par exemple, que la nouvelle extension des responsabilités dans le champ de la gestion du risque psychosocial, j'en ai fait allusion tout à l'heure, que d'une manière générale, l'évolution de l'entreprise et de son organisation, on n'est plus sur la grande entreprise de moins en moins, avec un établissement central, unique, par rapport auquel tout le dialogue social était organisé. Je ne rentre pas en détail, mais les enjeux d'évolution des compétences respectives des CE, des CHSCT, des CCUS, des comités de groupement, etc., et pour moi, pour la réalité et la qualité du dialogue social, un enjeu très important, dans lequel, j'allais dire, l'acteur État a sa place aussi en termes d'impulsion, d'organisation et de relations de travail. Voilà, donc moi je plaide encore une fois pour l'acceptation que l'État n'est pas un acteur neutre, évidemment, de cet ensemble-là. Nous avons accepté à France Télécom une interpellation très forte de l'État actionnaire, non seulement de France Télécom, minoritaire certes, mais actionnaire important, premier actionnaire de France Télécom, mais au-delà de ça, par rapport à la responsabilité et à l'image, il était dans son rôle. On était dans notre devoir de reconstruction et j'accepte tout à fait de rendre compte très régulièrement au ministère de l'Emploi des conditions dans lesquelles se déroule l'apaisement de France Télécom. Encore une fois, le pays a subi un élément de choc. Je continue à plaider pour qu'effectivement ce contrat de confiance, cette logique de contrat au cœur de notre réunion d'aujourd'hui, puisse s'étendre à la vision de l'État dans ses relations aux entreprises. Et encore une fois, je considère qu'on vit une époque importante dans notre construction-là et que si on pouvait rester, puisque le ministre nous fait l'honneur de participer à nos travaux, dans cette logique où on évite de nous pondre une série de nouvelles normes en faisant confiance aux partenaires pour, encore une fois, voilà. J'insiste un peu fortement et je pense que le thème de la simplification, encore une fois, qu'on pousse beaucoup dans les entreprises, qui est régulièrement fermé parce que perçu comme porteur potentiellement de risques d'insécurité juridique pour les salariés, ce qui me semble absolument inexact, que ce thème-là puisse revenir dans le débat public, parce que c'est quand même une des conditions. Parce que si on ajoute cette responsabilité croissante de l'entreprise, qu'il assume et qu'il accepte,
à une normalisation, à une complexité croissante. Il y a un moment donné où de la grande entreprise qui a des armées, des capacités de personnes pour gérer, ça offre encore des espaces de pertinence. Mais du point de vue des PME, on a fermé tout espace de pertinence. D'accord. Donc pas de normalisation excessive, Voilà. faire confiance aux partenaires sociaux et pas de complexité croissante. Sans en l'art sur le rôle des politiques, enfin, est-ce qu'il reste aux politiques quand même un rôle important dans ce contrat social? Moi, je souscris tout à fait à ce qui vient d'être dit. J'ajouterai une dimension du politique au niveau du territoire, parce que je pense que là aussi, il y a énormément de choses qui vont se jouer, et que l'ouverture d'un débat où, effectivement, chacun a un rôle à jouer et dans une position d'ouverture au dialogue, je pense que là, il va se passer... Là, ce politique-là me semble très, très important et très intéressant dans la manière dont il va évoluer, dans le regard qu'il porte sur l'entreprise. Donc je crois qu'on est aussi à un moment où on va voir un peu comment on peut construire des choses à la fois localement, à la fois au niveau national, et qu'il faut que chacun puisse exprimer les limites au-delà duquel il n'ira pas. Mais il n'y a aucune raison que l'État ne soit pas un des acteurs de ce nouveau pacte. Gonzague de Blière sur la oui, place je crois qu'un patron de PME, voilà, un patron de PME a du mal à comprendre que l'État s'occupe de tout. À l'inverse, il est difficile d'imaginer que l'État s'occupe de rien. Oui, donc moi, ce que je propose, c'est que l'État soit exemplaire sur sa propre entreprise. Que sur ses propres entreprises, ce soit une notion d'exemple. Oui. Déjà, ça serait top. D'accord. Alors, il y a d'autres aspects dont on n'a pas parlé dans peut-être les objectifs ou les difficultés. Par exemple, la notion qui est une notion voisine de l'implication au travail, la notion de qualité du travail produit. On a beaucoup interrogé on parle par exemple beaucoup aujourd'hui de la qualité allemande. Quid de la qualité française, de la qualité de service? On vient de finir la période de l'été, c'est la période où on fait un peu le bilan de la saison touristique, et on parle beaucoup de l'accueil et du service en France, et on entend beaucoup dire que ce service se dégrade. Est-ce que ce nouveau contrat social impliquerait peut-être un effort dans ce domaine-là, et comment? Alors moi, quand je parlais de qualité du travail, j'évoquais le fait que ce qui compte, c'est bien sûr un emploi, mais c'est surtout le fait que cet emploi soit un lieu où je puisse apprendre, où je puisse me professionnaliser, et où donc je puisse aussi développer mon employabilité. Au travail, en fait. La qualité, on joue un peu sur les mots. La qualité au travail, c'est comment je vais être dans un environnement managérial, concret, matériel, qui peut toucher des questions d'horaire, de conditions de travail, etc. Bon, ça me semble être une dimension évidemment essentielle. Mais encore plus que ça, peut-être, c'est qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce que je fais? Et dans ce que je fais, est-ce que ça a du sens? Est-ce que ça apporte quelque chose? Est-ce que ça apporte un service de qualité? Est-ce que je suis accompagné? Est-ce que je suis en train d'apprendre et de me professionnaliser? Ou est-ce que je suis juste occupé? Et quand on pose toutes ces questions de rôle de l'entreprise, moi je crois que ce que l'entreprise apporte vraiment, c'est d'abord et avant tout un emploi. Et quand je dis un emploi de qualité. Et pas seulement et uniquement une occupation. Ça me semble quelque chose d'absolument essentiel dans le rôle social de l'entreprise. Et il est donc, à mon avis, de sa responsabilité de veiller à ce que travailler, ce soit quelque chose qui permette de se professionnaliser et d'être de plus en plus employable, y compris pour bouger. Gonzague de Blière, là-dessus. Nous avons un exemple, c'est que nous avions racheté le groupe Courtepaille à Accor, sous forme d'LBO, et quand on a fait cette opération, on a décidé de donner la possibilité à chacun des patrons de Courtepaille, il y en avait à peu près 180 à l'époque, de devenir actionnaire. Donc on a eu une transformation de salariés du groupe Accor qui faisait du service en essayant d'être de qualité, et je crois qu'il l'était Courtepaille, à des actionnaires qui étaient partie prenante de l'entreprise. Et c'était vraiment exceptionnel parce qu'on a essayé de le faire en communiquant en interne. Et par exemple, quand le patron du Courtepaille Le Mans Est voyait que le patron du Courtepaille Le Mans Ouest avait une baisse de nombre de couverts, il lui passait un petit coup de fil en disant « Tu t'es engueulé avec ta femme, il y a un problème, il faut ressourire parce que là, il faut que ça remonte. » Et il s'entraidait. Donc, je pense que là, c'était une espèce de pacte social actionnarial qu'on a réussi à faire. Bon, on ne peut pas le faire tout le temps, c'est vrai, au niveau de Courtepaille, qui fait que les gens avaient envie
la qualité de leur propre travail, le sourire, l'accueil, etc. Bon, je pense qu'il faut arrêter aussi d'avoir ce mal franco-français de dire qu'en France, la qualité n'est pas bonne, l'accueil n'est pas bon, le sourire n'est pas là. Ça change, faut pas exagérer. En tout cas, on peut y mettre des conditions pour que ça change. Il est évident qu'un patron de restaurant qui n'est pas sympa, il aura des salariés, il aura beaucoup de chance, il a des salariés qui sourient à l'ensemble des clients. Enfin, c'est des choses aussi triviales que ça, c'est simple. Et dans l'exemple de Courtepaille, ça a été une très très belle expérience, puisque les gens qui n'aiment pas le LBO et qui le critiquent parfois à tort, mais souvent, quelquefois pour de bonnes raisons, là les gens de Courtepaille, ils demandent. Et ce n'est pas les patrons de Courtepaille qui redemandent de faire des opérations de LBO, parce que c'est les salariés eux-mêmes qui disent « nous, on veut rester actionnaire, on veut devenir actionnaire ». Donc c'est une partie aussi importante des choses. Bruno Mettling, sur cette notion de qualité, d'effort en matière de qualité, est-ce que ça vous paraît nécessaire ou bien c'est totalement hors du sujet? Je souscris à cette idée difficile, difficile et longue. Que dans les éléments du pacte social, il y a le contenu, l'enrichissement, la qualification au travail. C'est-à-dire qu'en gros, les collaborateurs, les salariés ont parfaitement compris que la vision de l'entreprise offrant sur la durée, etc., l'emploi est derrière nous, et que l'un des enjeux, il n'y a qu'à voir l'importance, mais pas seulement en France, des enjeux de certification de la qualité. Une entreprise comme la nôtre, par exemple, sur la dimension technique, service aux entreprises, a accepté qu'une certification Cisco, quelque part se trouve à la fois producteur et parfois concurrent de certains de nos services, soit mise en œuvre, développée, et elle constitue un puissant moteur, j'allais dire, de motivation, d'évolution des collaborateurs, non seulement en France, mais également dans l'ensemble des pays du territoire. C'est une façon pour moi de dire qu'on a des rendez-vous qui peuvent gratter ou dépasser, en tout cas la reconnaissance de la qualification, de l'évolution, sont des éléments à part entière du nouveau contrat social dans sa dimension, j'allais dire, relation, enrichissement du travail, formation, accompagnement des collaborateurs. Donc ça, je souscris à cet enjeu-là. J'ai parlé rapidement tout à l'heure du fait que les plus hauts dirigeants, désormais, on a démarré en France parce qu'il y a eu la crise, mais on l'a implanté sans difficulté dans les 35 pays où nous sommes opérateurs Orange. C'est-à-dire que la rémunération du top niveau managérial à la dimension performance économique, à la dimension performance sociale, j'ai fait allusion, et désormais, encore une fois, j'insiste lourdement, parce que vu par eux, on a déjà une crise, et en plus, on fait évoluer le système de rémunération, c'était pas évident, et en fait, ça a été tout à fait accepté dans cette vision de l'entreprise, mais aussi qualité du service. Je crois que c'est autour de ces trois enjeux-là qu'il faut effectivement décliner les rendez-vous, j'allais dire, les grands rendez-vous qu'a l'entreprise. Et dans la crise, pour être complet, c'est vrai qu'un des éléments, nous avions un modèle d'organisation Orange France Télécom parfaitement adapté pour gagner la bataille de l'équipement de l'Internet et du mobile dans un marché. Et je rappelle toujours que des grands opérateurs historiques en Grande-Bretagne, par exemple, ont quasiment disparu du marché grand public parce qu'ils n'ont pas su prendre ce virage. Les équipes qui ont piloté France Télécom ont su construire cette réponse en France, et je crois qu'il est de mon devoir de le rappeler. Mais c'est vrai que dans les éléments de la crise récente, c'était que le modèle d'organisation du travail résultant de ce grand défi qui a conduit à des process effectivement extrêmement top-down, extrêmement exigeants, n'était plus adapté à la nouvelle état du défi stratégique qui était Orange France Télécom. La France et les Français sont équipés d'Internet et de mobile. Maintenant, c'est dans la qualité de la relation client, par définition beaucoup plus en proximité, que se jouait le nouveau stratégique. Et les 2-3 ans pris pour s'apercevoir que notre modèle d'organisation pouvait être un facteur de disqualité dans la relation client, a généré aussi une insatisfaction très forte des collaborateurs qui est une des éléments d'explication de la crise qu'on a eue. Donc tout à fait effectivement d'accord sur cet enjeu que la qualité du service, qu'une entreprise, que l'organisation doit être pensée aussi en fonction de cet enjeu. C'est aussi un enjeu interne très fort, évidemment dans une entreprise de service, pour que les collaborateurs se sentent évidemment, à qui on demande beaucoup, notamment dans la posture face aux clients. Il faut encore que l'organisation du travail qu'on leur propose soit cohérente avec cette exigence. Alors Sandra Enlard, avant peut-être de passer la parole aux personnes dans la salle, je précise qu'il y a 2 micros qui vont pouvoir circuler et être mis à votre disposition. Dans la mise en œuvre et la définition de ce nouveau contrat social, de ce nouveau rôle de l'entreprise, quels sont les facteurs qui peuvent être déclenchants? Où est-ce que ça se joue selon vous dans les prochaines années ou peut-être dans l'urgence, je ne sais pas? Ah oui, je crois que c'est pas dans les prochaines années, je crois que c'est maintenant, c'est bien pour ça qu'on est là. Je pense donc que ce changement, absolument, je pense qu'il y a une réelle urgence à se demander au sein des entreprises, en utilisant l'expérience de celles qui l'ont déjà fait évidemment, qu'est-ce qui va faire que des salariés vont continuer à venir, ça on sait à peu près, mais à bosser de manière
efficace, de manière pertinente, de manière intelligente. Qu'est-ce qui va faire qu'ils vont continuer à avoir envie de faire mieux et plus. Et cette question-là, ça n'est pas qu'une question de rémunération, c'est une question vraiment de relation entre l'entreprise et ses salariés. Et je pense que c'est avant tout le dialogue social qui va être les relations. Non, c'est les relations managériales, c'est l'organisation du travail, c'est le contenu du travail, c'est la relation qui s'instaure entre l'entreprise et ses salariés, comme on évoquait tout à l'heure, d'autres questions, qui sont des questions de santé, etc., enfin, tout ce qu'on a évoqué, c'est comment on rebâtit ça, non pas seulement à l'intérieur de l'entreprise, mais aussi dans une vision plus large de l'entreprise sur un territoire, avec des partenaires, avec donc des parcours possibles, avec une vision de ce que c'est que le territoire dans lequel l'entreprise s'implante. Mais est-ce qu'il y a mais c'est maintenant, par où commencer, en quelque sorte? Est-ce qu'il y a un facteur déclenchant? Si un chef d'entreprise ou si des collaborateurs souhaitent engager un nouveau Je pense que vraiment, là, il n'y a pas de réponse générale à donner. Je crois que c'est à chaque fois une histoire d'entreprise. Et c'est vrai qu'au sein d'entreprise et personnel, on pense que peut-être la gestion des ressources humaines peut porter ces questions-là, ou en tout cas peut les mettre sur la table, parce que c'est typiquement une fonction qui est qui est entre ces deux dimensions qu'évoquait Bruno tout à l'heure. Mais ça peut être aussi évidemment la direction d'entreprise, ça peut être le management, ça peut être les partenaires sociaux. Enfin, je crois que là, on n'est pas sur quelque chose qui appartiendrait à une fonction particulière. Et en plus, chaque histoire d'entreprise est particulière. Prêt à assumer ce rôle, en fait Vous savez, moi je crois surtout, et c'est vrai que ces politiques-là, ces nouvelles avancées, elles s'incarnent dans une volonté et dans une entreprise. Le positionnement du président est clé. Tout ce qu'on essaie de se dire, de partager avec vous depuis ce matin, cette orientation, cette espèce de défi donné à l'entreprise et pas seulement à son DRH, sur le thème « Nous devons passer d'une entreprise référence, d'une crise sociale grave, de tous les maux, d'entreprise à une entreprise, Bruno, très vite qui redevient sur une entreprise de référence en termes d'innovation sociale, parce que d'une part, elle en a les moyens, il faut bien le reconnaître, mais d'autre part, elle en a la responsabilité par rapport à son histoire. C'est un président, Stéphane Richard, qui donne cette impulsion et qui donne là, il n'y a pas de secret. Et donc ensuite, effectivement, tous les acteurs sont impliqués, la fonction RH en est un élément, mais ces évolutions-là, ces nouvelles frontières, ce nouveau terme du contrat, il s'incarne dans un président qui, à un moment donné, effectivement, avec son entreprise, fixe ses orientations. Ça, c'est clé. Ça, par contre, ça reste inchangé. D'accord. Bien. Alors, écoutez, on va vous donner la parole tout de suite. Je suppose que ce propos suscite des questions, des interrogations, éventuellement des réactions brèves. Alors, je sais bien, la première question, en général, est assez difficile, mais la deuxième, ça va beaucoup mieux. Alors, est-ce que quelqu'un veut se dévouer pour poser la première question? Est-ce que vous sentez... Oui, madame, merci beaucoup. Voilà, on vous amène un micro. Oui, bonjour. Voilà, si vous voulez vous présenter, s'il vous plaît. Oui, je suis responsable des relations sociales dans un grand groupe international. Moi, la question, on prend souvent la masse salariale comme une variable d'ajustement. Vous parliez tout à l'heure d'investissement social et je suis ravie d'entendre ce genre de terme puisqu'on a tendance à parler aussi beaucoup de coût social. L'investissement fait penser à du long terme plutôt que du court terme et c'est là, je pense, un enjeu extrêmement important, c'est de changer la vision et d'avoir une vision plus long terme. Donc nous, en tant que manager d'entreprise, on est prêt à ça. Et depuis un moment, je crois, dans les relations sociales, c'est loin d'être facile en ce moment. Donc on est très conscient des problématiques, sauf que tant que l'actionnariat, quid de l'actionnariat, car on peut avoir un DG ou un président qui est intéressé par l'aspect social et gestion des ressources humaines, mais quid de la problématique de l'actionnariat, puisque les actionnaires, ce qu'ils veulent, ce sont des dividendes, donc revoir une politique à très court terme et changer le cap en quelques semaines, voire... un très très court terme. Donc comment construire un vrai pacte social, puisqu'on sait qu'au niveau de l'humain, cela prend du temps et que évidemment avoir des personnes avec le sourire au travail et qui prennent plaisir à travailler, moi j'en suis intimement convaincue, c'est là qu'on ira vers la performance et l'efficacité.
Alors, effectivement, c'est un acteur important et dont on n'avait pas parlé jusqu'à maintenant, qui est celui de l'actionnaire. Alors, est-ce que... Et puis, il y a une question peut-être complémentaire à celle que vous posez, madame. C'est, est-ce que l'actionnaire est toujours dans une logique de court terme? Je ne suis pas absolument certain. Alors, qui veut répondre sur cette question de... Alors c'est sûr que l'actionnaire comme obstacle, en quelque sorte, hein, si j'ai bien compris, à la définition et à la mise en œuvre de ce nouveau pacte social. Boîte cotée, boîte non cotée. Boîte cotée, c'est sûr que le court terme est important et que cette obsession du cours de bourse est un obstacle. Moi, je ne connais pas beaucoup de chefs d'entreprise ravis à plus de 51% d'être cotés, surtout en ce moment. Boîte non cotée, actionnaires familiaux, actionnaires financiers. Actionnaires familiaux, c'est sûr que moi je connais un exemple d'une boîte incroyable qui s'appelle Poquelin Hydraulique, qui se trouve à Compiègne à Verberie, une entreprise familiale. Ils ont une boîte qui doit faire près de 800 millions d'euros de chiffre d'affaires dans la mécanique. Ils ont eu près de 45% de baisse de chiffre d'affaires. Et par un dialogue social, par la responsabilité de l'actionnaire, ils ont réussi à n'avoir aucun licenciement. C'est quand même exceptionnel. Est-ce qu'on aurait pu faire ça dans une boîte cotée? Est-ce qu'on aurait pu faire ça dans une boîte d'un fonds d'investissement? Alors, venons-en aux financiers. C'est pas facile, mais c'est vrai que quand moi j'ai passé toute ma vie dans des fonds de private equity et ça s'est plutôt bien passé. Mais quand je regarde finalement nos exigences de TRI, je parle plus de 20 ou 25% dans la tête d'un entrepreneur, c'est vrai que c'est compliqué. Je pense que la seule manière de justifier un TRI de cette manière, un taux de rentabilité annuel de cette manière, donc une rémunération de l'actionnaire de cette manière, c'est à partir du moment où on ne fait que créer de la valeur. Et le deuxième avantage que l'on peut offrir en disant oui, on a une exigence forte, mais on vous donne du temps, c'est-à-dire que quand on est actionnaire d'une entreprise, on part sur un plan managérial, un business plan, un plan à la limite sociale, et ce plan-là, on se donne rendez-vous tous les ans pour une éventuelle sortie au bout de 4, 5, 6, 7 ans. Ça, c'est du long terme. Bon. Il n'empêche que je pense que sur ces trois catégories-là, et c'est un problème d'ailleurs, une boîte cotée, une boîte familiale ou une boîte qui appartient à des actionnaires financiers, c'est pas la même histoire au niveau du social, c'est compliqué. Bruno Mettling, alors vous, entreprise cotée, mais avec un actionnariat public aussi. Enfin, voilà, je voulais démarrer par dire nous ne sommes pas représentatifs sans doute de la situation que vit Madame, c'est-à-dire avec un actionnariat. C'est-à-dire que nous avons un actionnariat majoritairement privé, très clairement, comportant évidemment sa part d'investissement anglo-saxon avec tout ce qu'elle peut. C'est pas simplement de résumer les enjeux, mais aussi grand public. Hein. Et ce que je veux dire, c'est que l'intelligence collective que les acteurs retrouvent en période de crise s'adresse y compris à cette contrepartie. C'est-à-dire que, pour dire les choses autrement, le DRH du groupe n'a jamais été autant sollicité dans les roadshows, dans les éléments, que quand face à une crise importante, y compris l'actionnaire était à bord de la réponse parce qu'il pensait qu'effectivement le cœur de l'entreprise était touché dans une entreprise de service. Quand il y a une rupture, en tout cas une distance très forte qui s'est introduite entre le corps social et l'entreprise, c'est évidemment le cœur de l'entreprise, sa pérennité qui est en cause. Et là, tous les intérêts redeviennent, c'est des moments magiques dans la vie de l'entreprise, se réalignent, y compris du point de vue de l'actionnaire. Ce qui m'inquiète un peu plus, tant mieux pour l'emploi-temps, c'est que je suis beaucoup moins invité aujourd'hui, qu'ils ont perçu de l'apaisement. Et ça, effectivement, c'est peut-être une source qui montre le caractère un petit peu fragile de cette prise de conscience. Néanmoins, qu'est-ce qu'on peut dire sur ces éléments-là? Vous avez tout résumé, madame, c'est-à-dire en gros l'équation temps, pour construire la performance et cette vision de la performance économique et de la performance sociale. Je pense que dans la dimension d'un dirigeant d'entreprise aujourd'hui, la capacité effectivement à poser, y compris de manière explicite, les termes de l'équation dans sa dimension humaine ou sociale à ses actionnaires fait partie du contrat. C'est-à-dire que d'abord, certains l'ont toujours incarné, ont toujours refusé effectivement cette dimension absente, mais je crois qu'un dirigeant aujourd'hui, dans ce que l'on vit et les enjeux qui sont derrière, ne peut pas, ou en tout cas ne pourra de moins en moins ne pas faire des enjeux, j'allais dire, de sa stratégie sociale ou de sa stratégie, un des éléments de l'équation qu'il présentera. Et enfin, je partage avec vous sur l'ajustement sur l'emploi. J'ai la chance, et c'est une opportunité à la différence de nos compétiteurs en France par rapport au choc que vit le secteur des télécoms en France, d'avoir effectivement une pyramide des âges qui comporte de très nombreux débats dans les prochaines années. C'est-à-dire qu'on peut conduire évidemment à travers la productivité naturelle les ajustements dont on a besoin. C'est une chance inouïe par rapport à ceux qui ne peuvent pas et qui doivent articuler des plans sociaux. Mais je veux dire que la pression est très forte,
y compris dans une entreprise comme France Télécom, après ce qu'elle a vécu, pour que les logiques, j'allais dire, d'affichage de politique d'emploi digne de ce nom, vues par certains ensembles, voilà, se mettent à l'œuvre. C'est une façon pour moi de vous répondre. C'est vrai qu'on a un vrai enjeu à rendre plus explicite la part, j'allais dire, équation performance sociale correspondant à la durée à l'intérieur des grands enjeux, y compris au niveau effectivement de l'actionnariat, mais y compris du management d'entreprise globalement. Ça reste effectivement quelque chose qu'il faut faire partager. Alors, autre question ? Oui, madame. Voilà, attendez le micro. Merci. Bonjour à tous. Isabelle Godonèche, Fédération du Crédit Agricole. En vous écoutant, mais c'est plus une réflexion qu'une question. Oui, voilà, mais par contre, j'aimerais bien avoir votre réaction. J'ai l'impression quand même que la rupture dont vous parlez, parce que c'est quand même une rupture qui devient urgente, c'est pas tellement en termes d'engagement des entreprises, parce que les engagements des entreprises, ils sont déjà anciens en matière donc de développement des salariés dans beaucoup d'entreprises. C'est déjà ancien de se préoccuper des deux bouts de la ficelle. C'est vraiment, il y a longtemps je crois que beaucoup d'entreprises le font. Le logement, le transport, tout ça, je pense que ça fait déjà quelques années. Par contre, il me semble, mais ça, je serais intéressée de vous entendre là-dessus, que la vraie rupture, c'est le problème des 10% de chômeurs qui sont exclus des entreprises, justement, de l'exclusion en général. Et là, je crois que c'est plus un coup d'accélérateur. Et là, à cet égard, entreprise Providence, je ne sais pas si c'est le mot, mais je pense que c'est véritablement là qu'il y a une nouveauté, parce que le reste, il me semble que c'est déjà... sous des formes sans C'est-à-dire que vous nous renvoyez en quelque sorte au problème numéro 1 de la société française aujourd'hui, qui est celui de l'emploi et du chômage. Oui, parce que c'est là, je pense qu'il y a vraiment une rupture dans la société, quoi, et avec des enjeux pour les entreprises qui sont... Et c'est là qu'il y aurait un vrai changement. Véritablement nouveau. Mais bon, c'est en vous écoutant. D'accord. Alors, qui veut réagir là-dessus ? Je vous remercie. Donc, vous allez devenir adhérente du réseau Entreprendre. C'est merveilleux. Non, voilà, et de deux. Non, mais je pense que vous avez raison. Bel opportunisme, oui. Une entreprise ne peut pas vivre indépendamment de son environnement. Et je pense que c'est fondamental ce que vous dites, c'est qu'une entreprise qui ne regarderait pas, ne serait-ce que regarder, sans agir, son taux de chômage dans sa région, en Île-de-France, dans le Nord, dans le Sud, c'est juste pas possible. Donc c'est pour ça que je dis aux entrepreneurs ou aux chefs d'entreprise, qui eux peuvent être de la providence plus que l'entreprise, oser et regarder des initiatives. Il n'y a bien sûr pas que le réseau Entreprendre, il y en a plein d'initiatives. Et vos salariés à vous s'y retrouveront. Parce qu'à partir du moment où, en ce moment, puisque ça va être surtout pour les jeunes, parce qu'on parle des 10% de chômeuses, mais les jeunes c'est épouvantable, à partir du moment où les entreprises prendront en charge et prendront conscience de cette cause, et que cette cause, s'ils la prennent en main par le propre cadre, par des initiatives qui existent, et encore une fois il y en a beaucoup, ça va changer, je pense, l'état d'esprit en interne, et puis aussi les choses dans ce pays, c'est fondamental. Moi, l'exemple d'André Meunier, pour moi, c'est un exemple exceptionnel. Il est parti de rien, il n'a pas demandé un centime à l'État, il a remis au cœur de sa préoccupation l'homme, et il a créé près de 80 000 emplois, avec 50 000 entrepreneurs et cadres qui ont été non seulement bénévoles, mais en plus ont donné du pognon. Donc c'est quand même exceptionnel. Et je crois que vous avez raison là-dessus. Et je pense que la question de l'État ne peut rien faire, à mon avis, là-dedans. Elle peut simplement, et je crois que c'est le cas, ne rien toucher au mécénat. Ça serait pas mal. Mais je crois que c'est le cas. Mais en tout cas, c'est aux entrepreneurs d'oser. Il faut oser faire une démarche dans ce sens-là. Sondant la préoccupation de l'emploi. Oui, merci de votre intervention, parce qu'effectivement, on s'est peut-être laissé embarquer sur d'autres discussions, mais c'était quand même le point de départ. Le point de départ, c'est quand même, entre autres, une note qu'on a sortie avec l'Institut Montaigne sur l'intégration des jeunes non qualifiés, parce que je vais en rajouter une couche, les jeunes et les jeunes non qualifiés, qui effectivement est une sorte de révélateur de quelque chose qui ne fonctionne pas dans ce pays. Si on a autant de jeunes qui sont aux portes de l'entreprise, c'est bien qu'il y a un problème, certainement du côté de tout ce qui relève de l'État, mais aussi du côté de la manière dont les entreprises se sentent ou ne se sentent pas partie prenante de ce sujet-là. Et effectivement, c'est vraiment à l'origine de cette réflexion, de se dire mais qu'est-ce qui ne marche pas, y compris dans le regard que les entreprises portent sur
leur environnement et sur le fait qu'elles peuvent se sentir dans certains cas comme non concernées parce que bon, c'est un problème national, terrible, horrible. Bon, mais finalement, moi, à l'intérieur de mon entreprise, j'ai déjà tellement de choses à faire que voilà. Or, c'est vrai que le point de départ, c'est de dire on ne peut plus se considérer comme une entreprise efficace à moyen terme si on ne prend pas en compte le contexte dans lequel on est, l'environnement social dans lequel on est. Et comme le disait tout à l'heure Jean-Paul Bailly, on a besoin d'être dans des environnements voilà, qui soient les plus apaisés possibles. Et ça passera en particulier par ces questions d'intégration. Et je le redis, comme je le disais tout à l'heure, le levier numéro 1, c'est évidemment les emplois. Et les emplois, ils sont, en tout cas les emplois tels que j'en ai parlé, ils sont d'abord et avant tout dans les entreprises. Donc merci de ce rappel, parce que c'était bien l'esprit effectivement de ces entretiens. Intégration et implication aussi des entreprises dans la formation, qui est évidemment la voie d'accès à l'emploi. Et même, c'est ce qu'on essayait de cerner dans cette note, et je crois que sur les questions d'orientation, les entreprises ont un rôle énorme à jouer. C'est-à-dire que ça se joue bien avant qu'on en arrive à la situation actuelle. Ouais. Donc c'est toute une série de... Alors, je ne dis pas des choses nouvelles, je veux dire... le problème, effectivement, maintenant, c'est comment est-ce qu'on peut être dans une efficacité par rapport à ce sujet-là. Et puis, je ferai peut-être juste un tout petit bémol par rapport à votre intervention, c'est qu'effectivement, beaucoup de choses sont anciennes dans les grandes entreprises. C'est pas forcément dans l'ensemble des entreprises, c'est pas forcément dans l'ensemble du regard que les entreprises portent. Le Crédit Agricole est peut-être un univers voilà, qui n'est pas forcément le même que partout aujourd'hui. Oui, effectivement, on peut citer une multitude d'initiatives, toutes plus intéressantes les unes que les autres, mais malheureusement, tout ça n'est pas organisé, coordonné, systématisé et présent partout. Alors, autre question. Madame, oui. Bonjour. Et merci pour vos interventions à chacun. Un tout petit peu plus fort, s'il vous plaît. Merci. Alors en fait, plus qu'une question, j'aurais besoin d'un conseil. Moi, je travaille dans le département ressources humaines d'un grand cabinet d'audit et de conseil. Et depuis mon arrivée, j'essaye de mettre en place un programme de mécénat de compétences. La crise aidant, on m'a autorisé à le lancer cette année puisque... on a des collaborateurs qui ont un peu plus de disponibilité, donc on lance justement un programme pour aider des jeunes entrepreneurs des quartiers sensibles à créer leurs entreprises et à se dépatouiller dans la jungle impénétrable des règles juridiques, sociales, etc. Et aussi pour aider des jeunes de banlieue brillants à poursuivre des études supérieures. Donc le conseil que je vous demande aujourd'hui, c'est qu'on m'a autorisé à lancer ce programme de mécénat de compétences, je suis en plein dedans, c'est quelques conseils pour convaincre le collège d'associés qui m'a donné cette autorisation, parce qu'on m'a bien prévenu que la crise aidant, ok pour cette année, mais quand le business revenait, priorité au business. Voilà, alors on va se transformer en cabinet conseil, en communication auprès de votre hiérarchie. Voilà. De moi. Alors changer de cabinet, c'est mon conseil. Là, c'est un petit peu abrupt. Bruno Mettling. Pas le même conseil, s'il vous plaît. Non, c'est pas facile. Mais si vous pouviez, comment dirais-je, et là, désolé, c'est un peu contradictoire avec ce qu'on s'est dit, mais c'est le pragmatique qui parle, le pragmatisme. Mettre en évidence quelques retombées de ce que votre action permet d'enclencher. Je ne connais pas d'associés fût de n'importe quel cabinet qui ne finissent par se dire il y a un enjeu, effectivement, il y a un intérêt. C'est-à-dire que si vous arrivez à faire le lien et la mise en évidence de l'impact pour les collaborateurs du cabinet impliqués, y compris dans leur rayonnement personnel, dans les enjeux, pour le cabinet lui-même, quelque part, qui a forcément une dimension qui ne laisse pas indifférent à son environnement, mettez vite en évidence quelques réussites pour préparer l'étape suivante. C'est l'idée de donner du sens, en quelque sorte, oui. C'est tout à fait vrai. Si vous arrivez avec des exemples d'associations qui font ce genre de démarche, en leur disant voilà, ça marche déjà, parce que j'ai l'impression que ils sont assez crédibles, donc si ça marche déjà, et si on les aide, ça marchera encore mieux, je pense que c'est difficile de dire non quand même. Alors on va prendre encore peut-être une question. Madame, ça tombe très bien, vous avez le micro, allez-y. Bonjour, alors ça n'est pas une question, c'est peut-être une réponse à madame. Je suis directrice du développement durable chez HSBC en France, et dans ce cadre-là, notamment en charge du mécénat, qui doit être un outil de sensibilisation des collaborateurs aux enjeux du développement durable.
Parallèlement à ça, comme dans beaucoup de très grandes entreprises, on mène des enquêtes d'engagement des collaborateurs. Dans les 60 questions qui sont posées aux collaborateurs sur se sentent-ils reconnus dans l'entreprise, par leur manager, est-ce que leur salaire leur convient, etc. Il y en a une qui n'appelle pas de jugement de valeur, qui est « Vous êtes-vous impliqué cette année dans une action de bénévolat proposée par l'entreprise ?» Les collaborateurs qui répondent oui à cette question ont un ton d'engagement vis-à-vis de l'entreprise qui est supérieur de 7 à 10%, que ce soit en France ou n'importe où dans le monde. Alors on peut se dire quelle est la poule de l'œuf. De toute façon, les gens qui s'engagent à titre bénévole, de toute façon, ont une inclinaison pour ce type de sens donné à l'entreprise, etc. En fait, on suit ce taux d'engagement depuis maintenant 5 ans. Et ce taux d'engagement reste stable alors que le nombre de bénévoles dans l'entreprise augmente. L'année dernière en France, 35% des collaborateurs se sont impliqués à titre bénévole dans une action qu'on leur proposait. Le taux d'engagement des collaborateurs est directement lié à la productivité. Donc ça revient à ce que disait M. Bailly. Non, ce n'est pas du marketing, non, ce n'est pas de la communication, c'est réellement stratégique. Si les collaborateurs sont plus productif, c'est bien ce qu'on souhaite en termes de performance économique. Donc le mécénat est un outil de performance économique. Voilà, vous avez un argumentaire fabuleux. Bon, ça va marcher, ça va le faire, comme on dit. Une dernière question, parce que l'heure tourne, malheureusement. Alors, qui souhaite poser la dernière question? Je ne vois pas de... On est bon, voilà. Ben, écoutez, on va clore là cette table ronde, à moins que l'un des intervenants souhaite ajouter un mot. Non, également. Ben, écoutez, merci de votre attention, merci de votre collaboration, merci également de vos interventions, Sandra Enlard, Bruno Mettling et Gonzague de Blinière. Et puis, place à la deuxième table ronde dans quelques instants.